bientôt commencer. Il y a encore quelques personnes qui vont peut-être s'installer, mais on va commencer. Donc, ce soir, on est dans les locaux de l'ALEPS. C'est l'Association pour la liberté économique et le progrès social qui nous accueille généreusement Students for Liberty. Donc, vous avez ici notre petite affiche. Et n'hésitez pas à réagir, on a mis le Twitter en haut de l'affiche, @sfl-France. Donc ce soir, on va parler de cause animale et de libéralisme. Ça peut paraître un peu paradoxal, un peu antithétique d'associer ces deux concepts. En fait, c'est parti d'un débat qu'on avait entre nous parce qu'au sein de SFL, il y a des véganes, des végétariens qui soutiennent la cause animale et qui sont aussi libéraux par ailleurs, ou en même temps. Et donc, on a décidé de s'intéresser au sujet et d'inviter des personnes qui pouvaient nous parler des différents aspects. Donc, nos intervenants qui sont gentiment venus jusqu'à nous. Donc, nous avons Jean-Benoît Robert qui vient de l'Association végétarienne de France, qui est une association qui en fait qui en fait accompagne les entreprises à développer des stratégies et des offres végétales, et donc qui les accompagne dans tout leur processus. Ils ont un label V que les entreprises peuvent développer. Ensuite, nous avons Dominique Hoffbauer. Je vous coupe 2 secondes. Au-delà de toute la partie effectivement entreprise qui nous occupe ce soir, ouais. L'AVF c'est aussi à l'accompagnement de tout le monde. C'est-à-dire que le but de l'AVF c'est aussi d'apporter une information complète sur le végétarisme et le véganisme et de se dire que voilà, tous ensemble, de manière douce, on peut faire une transition heureuse. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a plein de prospectus à la sortie qui vous attendent et qui vous expliquent que vous pouvez totalement vivre avec les légumes, les légumineuses, etc. Donc voilà, effectivement, merci. Ensuite, nous avons Dominique Hoffbauer qui vient de L214 et plus particulièrement L214 Éducation, qui est en fait la branche pédagogique de L214, qui est une association que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Il communique beaucoup sur la condition animale, la production animale, comme on peut dire. Et donc, nous avons le plaisir de vous accueillir. Merci. Et puis enfin, Alain Laurent, qui sera un peu notre homme aux deux casquettes, puisqu'il est à la fois philosophe et essayiste libéral, mais également engagé pour la cause animale. Et donc, on va avoir ces aspects qui vont pouvoir un peu échanger lors de la conférence. Donc, tout d'abord, pour commencer, comme je vous disais, c'est parti d'un débat entre nous. Et en fait, on se demandait comment vivre en prenant en compte la condition animale et en fait comment légitimer la cause animale. Donc voilà, c'est peut-être une question à laquelle on peut essayer je vais vous laisser la parole et puis peut-être chacun votre tour vous apporter votre point de vue, peut-être avec L214 Éducation, quelle approche vous abordez pour légitimer une cause animale auprès de la population. Oui, c'est une bonne question. Je crois que peut-être ça demanderait peut-être plusieurs heures de développement. Peut-être je vais présenter l'association rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc L214, c'est une association qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui a été fondée en 2008. Qui a maintenant 30 000 membres, une cinquantaine de salariés et qui est spécialisée dès le départ en fait dans la défense des animaux d'élevage, donc les animaux qui sont utilisés pour la consommation, donc à la fois en élevage mais aussi la pêche. Et donc les questions qui touchent au bien-être des animaux ou à l'éthique animale dans le cadre des industries animales, donc pêche, viande, transport. Et abattage. Le nom de l'association est un peu mystérieux. C'est en fait le nom d'un article du Code rural, qui est un article assez ancien, qui date de 1976, et qui décrit pour la première fois dans le droit français les animaux comme des êtres sensibles. C'est un article qui dit exactement tout animal étant un être sensible, doit être détenu dans des conditions qui sont compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En gros, quand on est responsable d'un animal, on doit lui garantir des conditions qui correspondent à ses besoins. Les besoins peuvent être différents selon l'espèce. Et le travail qu'on fait essentiellement, je pense que vous avez probablement en tête des images
ou des vidéos qui sont en général assez difficiles à regarder. C'est un peu notre réputation d'association s'est beaucoup construite sur ce type d'images d'enquête en élevage et en abattoir. On en a sorti 3 la semaine dernière. On en a sorti une dimanche dernier qui était accompagnée qui était présentée par Sophie Marceau. Vous avez peut-être vu ça dans les médias. Et donc l'idée pour nous, c'est de mettre les cartes sur la table d'une certaine manière, de rendre ces industries transparentes, de donner à voir ce qui se passe réellement dans les élevages, de manière à soulever au niveau de la société une réflexion qu'on espère collective sur la responsabilité devant laquelle nous place le fait que les animaux comme nous sont sensibles. Voilà, donc ça c'est le travail en gros de l'association. La branche éducation, c'est une branche qui est assez récente, qui existe depuis cette année scolaire et dont le but c'est de développer des outils pédagogiques pour les enseignants sur la question animale, en s'arc-boutant sur les programmes scolaires, et je pense notamment au programme de sciences, en SVT, en géographie, où il y a des parties sur l'élevage. Des chapitres sur l'élevage, en une nouvelle discipline qui s'appelle l'EMC, qui est éducation morale et civique, et bien sûr en philosophie sur la question des droits des animaux. Et je pense que le simple fait que la vérité scientifique, qui est que les animaux sont comme nous les sujets de leur propre vie et ressentent comme nous ce qui leur arrive, ce simple fait-là, ce simple constat-là, ça donne toute sa légitimité à cette cause. D'accord, peut-être Jean-Benoît, vous pouvez nous donner un peu votre ressenti. Ouais, déjà, alors moi c'est vrai que la thématique m'a au début interpellé. C'est vrai que le libéralisme et cause animale, c'est quelque chose d'assez. On n'a pas l'habitude de voir à côté. La cause animale, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui c'est le premier moteur pour devenir vegan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui devient vegan, c'est plus la santé, c'est plus l'environnement. Ce qui va le motiver, c'est la cause animale. Deuxième chose qui est encore plus probante, sur les 16-25 ans, qu'on regarde beaucoup dans les études, ça va au-delà. On n'est même pas dans un moteur pour devenir vegan, on est dans un moteur juste pour réduire sa consommation de viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune de 16-25 ans qui a envie de baisser sa consommation de viande, c'est avant tout pour la cause animale. Après, sur ce qui est cause animale, je pense que c'est une notion qui aujourd'hui englobe plein de choses. On peut distinguer 2 grandes tendances. La première qui est de dire finalement si il est élevé dans de bonnes conditions, s'il ne souffre pas trop, on peut tuer les animaux. Ça c'est la première tendance. Il y a la deuxième dans laquelle je m'inscris plus, et que eh bien, finalement un animal comme les Dominique a le droit de vivre et finalement respectons ce droit de vie. C'est pas parce qu'il a une vie différente que la nôtre, c'est pas parce qu'il raisonne différemment que nous qu'il n'a pas moins de droit de vivre que nous. Après, notre action, elle est d'où? Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on est, nous, en tant qu'Association végétarienne de France, dans une logique vraiment d'accompagnement. Donc, c'est à travers des ateliers, c'est à travers ce qu'on appelle, nous, le défi veggie. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, on va vous coacher en douceur pour apprendre à cuisiner veggie. Et puis, pour ma part, c'est vraiment une approche qui est une approche relativement nouvelle, qui est une approche qui existe dans beaucoup de pays, notamment européens. C'est effectivement d'aller chercher les gens là où ils sont et où ils sont. C'est surtout quand on va parler de consommation. Donc mon rôle, il est double, c'est d'une part d'aller labelliser les produits. Donc on va labelliser des produits qui sont extrêmement légitimes par rapport au véganisme, légitimes dans le sens dans lequel l'opinion publique pourrait l'entendre. Donc des produits bio, des produits que vous trouvez dans les boutiques véganes spécialisées, mais également d'aller voir des grandes entreprises, je pense à Carrefour, Intermarché, etc., qui vont végétaliser leur offre. Et dans ce cas-là, nous, on va les accompagner en labellisant leurs produits. Le deuxième volet, c'est un volet qui est beaucoup plus de l'ordre du conseil. C'est d'aller accompagner des institutions ou des grandes entreprises qui veulent avoir des conseils pour avoir une offre plus végétale. L'exemple le plus probant sur lequel nous avons travaillé récemment, c'est la SNCF. La SNCF, depuis des années, qui est quand même l'outil de transport qui concerne tout le monde, pendant des années, on avait extrêmement de mal à trouver des plats végétariens et véganes, n'en parlons pas. On est arrivé à une situation qui était compliquée avec eux, puisque dans un premier temps, ils considéraient que le véganisme c'était quelque chose d'extrêmement obtus.
par la personne. Après quelques mois de travail, ils se sont rendus compte avec nous, et sincèrement dans une ambiance qui était devenue extrêmement détendue, que finalement, pour parler à tout le monde, le véganisme, c'était parfait. Vous parliez à la fois aux gens qui étaient véganes, mais aux végétariens, aux gens qui étaient intéressés par le véganisme, mais juste parce que c'est bon, aux intolérants au lactose, aux allergiques, aux produits laitiers, etc. Et donc notre rôle, c'est vraiment de les accompagner, donc soit effectivement en leur donnant des conseils sur quelles recettes créer pour l'occasion, soit les mettre en contact avec des fournisseurs. Ce qu'on fait pas mal, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des entreprises qui se cassent la tête en disant mais là vraiment cette recette je n'arrive pas à la passer en mode vegan, je comprends pas. Or on se rend compte que dans la même entreprise, une des filiales fabrique le même bouillon mais sans poulet de manière totalement végane parce qu'on l'a labellisé. Donc notre but c'est vraiment d'essayer de mettre en contact tous ces gens-là pour qu'il y ait une offre végane qui soit accessible à tout le monde. Et il ne faut pas se leurrer aujourd'hui notre action à l'ABF, c'est vraiment d'aller parler à tout le monde et d'aller chercher les gens, bien sûr à Paris, où on est aujourd'hui, mais également d'aller en région, dans les supermarchés, chez Carrefour, pour que ces gens-là puissent être exposés au véganisme et se dire finalement le véganisme fait partie de mon quotidien et que c'est pas bien compliqué de végétaliser mon alimentation. Je pense qu'Alain Laurent, vous êtes le seul non-végétarien à cette table, et vous êtes un défenseur de la cause animale. Peut-être pourquoi est-ce que vous voulez vous légitimer la cause animale et comment vous la légitimez vous-même? Alors pour la légitimer, alors oui, ça peut paraître tout à fait paradoxal, je ne suis ni végane ni végétarien, bien que je me soigne un tout petit peu de ce point de vue-là. Par ailleurs libéral, je suis principalement tout de même un philosophe. Pour ce qui concerne la cause animale, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, ce qu'on entend dire heureusement de plus en plus, c'est-à-dire que les animaux sont des êtres sensibles. Je voudrais donner plus de contenu d'ailleurs à cette idée d'être sensible. Ça veut dire que ce sont également des êtres qui éprouvent des sentiments, au moins pour les animaux supérieurs. Ce n'est pas rien. C'est pourquoi je joindrai à l'idée de souffrance, non seulement la souffrance physique, mais la souffrance psychique, qui doit être épargnée à tout prix aux animaux. Pour les animaux les plus développés, il y a également des buts tout à fait manifestes d'intelligence. Donc j'élargirais volontiers la notion d'être sensible à d'autres aspects qui doivent être impérativement pris en compte. Par ailleurs, je suis depuis... Alors j'ai oublié de dire que non seulement je suis donc un essayiste libéral et un philosophe, mais je suis un donateur adhérent et militant de deux associations de soutien de la cause animale, d'une part la Fondation Brigitte Bardot, d'autre part la SPA, et en plus, pour faire de bonne mesure, je suis adhérent, soutien et donateur de deux associations plus spécialisées de la protection des chats maltraités et abandonnés, le chat étant mon animal fétiche et favori. Mais je ne me limite pas à ça, puisque je me glorifie d'avoir sauvé un jour la vie à une vipère qui était en train de périr, prisonnière dans un grillage, au soleil, etc. Donc voilà mon fait d'armes. Alors, encore un mot, et je suis totalement d'accord avec évidemment avec les associations de soutien à la cause animale, dans le combat pour épargner aux animaux toutes les souffrances qui sont liées en particulier pour les animaux d'élevage, mais pas seulement. J'ai vu par exemple hier sur BFM TV la vidéo de L214 et j'étais scandalisé en plus, non pas par la vidéo évidemment, évidemment parce qu'on y voit, mais parce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale dans cette commission parlementaire qui a commencé à retoquer les amendements les plus significatifs pour défendre la cause animale en particulier. J'ai cru comprendre qu'avait été retoquée la proposition d'installer des vidéos surveillant ce qui se passe dans les abattoirs, ce qui à mon avis est tout à fait scandaleux. Je juge que les conditions d'élevage des animaux que nous mangeons, bien que nous utilisons d'ailleurs à d'autres fins, eh bien, peuvent largement évoquer ce que Jacques Julliard, qui est bien connu, qui est un essayiste de gauche par ailleurs, il avait déclaré ça dans le Figaro, eh bien, on pouvait assimiler pas mal d'endroits où on élève des animaux, c'est fin de consommation de ça, à des camps de concentration et d'extermination, où sont pratiquées des tortures tout à fait inavouables, et je suis tout à fait prêt à assumer ce langage à l'égard de tout ce qui se passe actuellement dans ces domaines. Donc j'ai fait mon affaire depuis longtemps à titre personnel ou à titre
associatif de lutter autant que je le peux pour défendre cette cause animale. J'ajouterai un tout petit mot. J'aurais tout de même un certain nombre de bémols à apporter à certains aspects de la cause animale. Comme je l'ai dit, je ne suis pas vegan. D'ailleurs, et ça ouvre toutes des perspectives, quand j'ai voulu parler à mon chat d'être vegan, il m'a jeté des regards tout à fait horrifiés. Les animaux ne sont ni végétariens ni véganes, en tout cas, donc, et sont parfois entre eux d'une cruauté inouïe qui dépasse ce que je passe mon temps à la campagne à passer derrière mon chat, parce que lorsqu'il attrape des oiseaux, des loirs, etc., eh bien, c'est pour le plaisir, ils ne s'achèvent pas, et c'est moi qui suis chargé d'épargner des souffrances à ces malheureux animaux qui sont déchiquetés et qui continuent à souffrir. Donc, je ne sanctifie pas non plus la cause animale dans ces propositions extrêmes. J'ai une vision tout à fait lucide de ce qui se passe dans le monde animal et entre les animaux eux-mêmes. Il faut dire que le monde du vivant a d'une cruauté inouïe, c'est un monde de violence où une partie des animaux passent leur temps à en attaquer d'autres, à les faire souffrir, à les manger, etc. Donc ça donne aussi à réfléchir. Bien entendu, l'humanité essaie de s'abstraire de tout ça, et je terminerai en disant qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tout de même des carnivores. Un dernier point, tout de même, mais on en discutera, je pense qu'on est là pour ça, c'est cette notion de droit des animaux. J'y viendrai évidemment, mais ça sur le plan plus purement, vous aviez raison de dire qu'il y avait toute une dimension philosophique à cela. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet de droit? À quelles conditions on doit aller? Ça, c'est là que les libéraux ont apporté pas mal de choses, mais ils ont apporté également autre chose, ce sur quoi je me fonderai largement, c'est qu'il n'y a pas, on ne vit pas, il y a une inflation terrifiante actuellement dans l'attribution de droits, des droits à l'appel qui sont décernés pour des raisons tout à fait parfois folkloriques. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord des obligations à satisfaire. Et moi, je rangerais volontiers le fait de défendre la cause animale parce que nous avons des obligations envers des êtres qui n'ont pas forcément des droits. Et le débat étant de savoir si à partir du moment où on a des obligations envers ceci ou cela, ça ouvre automatiquement des droits de l'autre côté. On peut très bien défendre la cause animale en disant que les êtres humains, parce que les animaux sont ce qu'ils sont, ce que j'ai dit tout à l'heure, des êtres sensibles, qui ont des affects, qui ont des sentiments, qui sont capables de stratégies intelligentes tout à fait fantastiques, doivent être absolument protégés, on doit leur épargner toutes les souffrances imaginables et possibles. Pour autant, et là je vais ajouter, disons, à mon palmarès négatif, je suis également spéciste, c'est-à-dire je considère que l'espèce humaine ne peut pas être rangée au même rang que les autres espèces animales, ce qui n'empêche pas qu'elle a des obligations, ne serait-ce que négatives envers elle, c'est-à-dire ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Il y a des normes objectives universelles qui s'imposent aux êtres humains, aux libéraux d'ailleurs comme les autres, ils n'ont pas de privilège spécial de ce point de vue-là. Et voilà donc les thèmes que j'aimerais développer tout à l'heure dans le débat. J'aimerais bien mettre un petit bémol. Je vous écoute avec attention, Monsieur Laurent. C'est vrai que c'est intéressant puisque vous parlez beaucoup des chats, des animaux domestiques, etc. Et je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Avant de rentrer dans le cœur du débat, sur les droits, il faut savoir qu'aujourd'hui, les droits ne sont pas les mêmes. Donc on parlait de spécisme, là on est à fond dedans. Effectivement, que vous soyez un chat ou un chien, vous n'avez pas les mêmes droits que si vous êtes un bœuf ou un cochon. Pourtant, le cochon est au moins aussi intelligent que le chien. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous malmenez ou vous tuez un chien, ça vous coûte 30 000 €. Il y a 3 millions d'animaux qui meurent, qui sont tués chaque jour, sans qu'il n'y ait aucune amende qui soit donnée. Donc on est sur une échelle de valeur qui est complètement différente. Donc je pense qu'on peut parler des droits, mais il faut aussi partir du principe que les droits ne sont pas les mêmes en fonction du fait que vous soyez un cochon ou un chien. Donc effectivement, je reconnais notre différence sur le spécisme. Pour moi, je ne vois pas pourquoi je devrais traiter plus mal un cochon qu'un chien. On peut faire là-dessus. Je suis d'autant plus d'accord avec vous pour les cochons que lorsqu'il y a eu la polémique sur Balance ton porc, j'étais un des rares à m'insurger sur le fait que les féministes utilisent le porc comme repoussoir, alors qu'en effet ce sont des animaux tout à fait subtils, intelligents, caressants, etc. Donc arrêtons d'être racistes à l'égard des porcs. Effectivement, oui, Balance ton porc a été un peu mal choisi. Et effectivement, vous avez évoqué la question des droits des animaux, et nous, on voulait essayer de l'aborder face au libéralisme en se demandant, en fait, face à la liberté d'entreprendre
et de consommer, qui en fait aujourd'hui nous permet de produire des animaux qui vont être utilisés pour les vêtements, la nourriture, etc. Cette liberté d'entreprendre et cette liberté de consommer, quelles sont leurs places face au bien-être animal? Est-ce qu'il y aurait une norme suprême qui serait le bien-être animal et qui permettrait d'amoindrir ces libertés? Parce qu'en fait, là, nous, en tant que libéraux, ce qui nous intéresse sont les libertés qu'on peut exercer. Et c'est vrai que dans la doctrine libérale économique, la liberté d'entreprendre et la liberté de consommer sont quand même des bases essentielles. Et donc, Alain Laurent, je vais vous demander, par rapport à ces deux libertés, que sont la liberté d'entreprendre et de consommer, quelle est la place du bien-être animal et est-ce qu'il faudrait ériger une norme qui ferait et donc qui considérerait en partie que les animaux ont des droits puisqu'on la mettrait au-dessus de nos libertés et qu'on pourrait les amoindrir à partir de ce postulat. Oui. Les libertés de consommer, donc du consommateur et d'entreprendre pour les producteurs créatifs, etc., ne sont pas les seules libertés qui sont défendues par le libéralisme. Avant tout, c'est, comme son nom l'indique, c'est la liberté individuelle dans de multiples domaines, donc il y a un tas d'applications, que ce soit la liberté dans les mœurs, que ce soit la liberté de conscience, la liberté d'association, et évidemment la liberté d'entreprendre. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'on ne voit pas suffisamment parfois, c'est que comme le monde dans lequel nous vivons, la réalité n'est pas tout à fait idéale, eh bien il se peut parfois que ces libertés entrent en conflit. N'est-ce pas? On parle souvent des conflits d'intérêts, il peut y avoir des conflits entre les libertés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, pour ma part en tout cas, je pense que la plupart des grands penseurs libéraux du passé ou même actuel me rejoignent là-dessus, je ne considère pas le libéralisme comme une religion, ni une idéologie totale, qui aurait réponse à tout et qui dirait le bien, le droit, la vérité dans tous les domaines. Et le libéralisme embrasse, déjà c'est considérable, avec le panorama que je viens de dresser, n'embrasse qu'une partie donc, de ce qui concerne l'action humaine. Et en conséquence, puisque toute la vérité du monde ne se trouve pas dans le libéralisme n'a aucun privilège à devoir s'incliner devant des normes qui non seulement peuvent être au-dessus de lui, mais qui souvent ont été à l'origine de ce qu'il est. Le libéralisme n'est pas né de n'importe quoi, c'était tout de même une longue histoire. Il y a d'autres penseurs pré-libéraux, si l'on peut dire, qui l'ont précédé. On peut imaginer qu'il s'agit par exemple d'Aristote ou bien de Platon, etc. Entre autres. Et par conséquent, le libéralisme, il s'est construit à partir de données intellectuelles ou morales qui l'ont précédé et qui lui ont permis d'apparaître. En conséquence, il y a évidemment des normes, et je tiendrai beaucoup à ce concept, il y a des normes devant lesquelles les libéraux doivent, comme n'importe qui d'autre, s'incliner. Ces normes peuvent être universelles parce qu'elles ont un contenu objectif, et dans ces contenus objectifs, on retrouve ce dont nous avons commencé à parler, à savoir le fait que les animaux, en tant qu'êtres vivants supérieurs par rapport à tout ce qui est végétal, sont dotés d'un certain nombre de caractéristiques, celles dont on a parlé tout à l'heure, des êtres sensibles, des êtres qui ont des sentiments, des affects, qui peuvent encore une fois être capables, pour les plus développés d'entre eux, de capacités stratégiques tout à fait évoluées et considérables. En tant que tels, ils méritent donc d'être considérés comme faisant partie de tout ce qui doit être protégé et respecté sur Terre. Libéraux, non libéraux, là, moi, je ne fais pas du tout de différence de ce point de vue-là. Je vais prendre, par exemple, quelque chose d'étranger tout à fait à nos débats. La notion d'assistance à personne en danger n'est pas d'origine libérale, et un libéral doit évidemment la respecter en tant que telle. Par conséquent, de mon point de vue, ce n'est pas une religion qui est exempte de critique, ce n'est pas quelque chose qui a réponse à tout, qui a une vision globale de tout ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Peut-être que la supériorité du libéralisme, elle est dans le fait, en effet, d'avoir beaucoup travaillé ces deux notions liées, mais de façon beaucoup plus complexe qu'on l'imagine habituellement.
j'allais dire de devoir, je préfère celle d'obligation, parce que les obligations peuvent avoir une traduction à la fois morale et légale, alors qu'on ne parle pas de devoir dans ce qui est d'ordre législatif. Et par conséquent, tout se tient dans cette attribution de droit. Un dernier mot là-dessus, mais c'est pas, bien que le penseur auquel je vais me référer soit à la fois un philosophe et un libéral, je pense à Kant. On sait depuis Kant ce que doit être un sujet de droit, à quelles conditions est-ce qu'on est un sujet de droit, parce qu'on est un être pensant, on est capable de rationalité, en tout cas on a cette potentialité, on est capable de rationalité, on est capable de créativité, et c'est ce qui fait de nous des êtres qui ont des droits. D'où viennent les droits? Est-ce que nous ne serions pas en train de nous transformer en distributeur automatique de droits sans réfléchir de façon fondamentale à ce qui fait qu'on est détenteur de droits? D'où ils viennent ces droits? Quand par exemple, il y a tout un courant philosophique qui d'ailleurs dépasse le seul libéralisme et qui parlait de droits naturels. Mais comment on justifie qu'il y ait des droits naturels des êtres humains? Justement, et on peut trouver aussi bien d'ailleurs des théologiens comme saint Thomas que des gens qui sont beaucoup plus laïcs et hors religion, voire même parfois en religion, qui partagent tout à fait ce point de vue, c'est parce que, en effet, il y a chez l'être humain ces caractéristiques dont je parlais. Voilà pourquoi je suis spéciste. Je suis spéciste parce que, d'une part, il y a une coupure radicale entre l'humain et les autres animaux, mais en même temps, ça attribue à l'être humain une immense responsabilité, terme qu'on n'a pas encore employé, qui est de respecter chez les autres êtres vivants ce qu'on a de commun avec eux et que je viens d'énoncer. Donc le spécisme, qui est une notion tout à fait mal comprise actuellement, est traduite actuellement comme une sorte de brute sanguinaire qui veut l'extermination et la torture des animaux. C'est complètement ridicule. Spécisme, ça veut dire encore une fois que l'humanité, pour éviter d'utiliser la notion d'espèce, l'humanité se caractérise par un certain nombre de traits que je viens de rappeler, que non pas les animaux. La créativité animale, j'attends toujours de la voir. La rationalité animale, j'attends toujours de la voir. La conscience de soi également. Mais en même temps, cela ne nous donne certainement aucun droit de disposer des autres êtres vivants à notre fantaisie, à nos caprices, surtout si ça se traduit par de la maltraitance ou de la cruauté sadique. Voilà le point de vue. Donc j'ai relativisé à propos du livre-livre. Alors je me rappelle de la fin de votre question. Liberté de consommer et liberté d'entreprendre sont donc tributaires de normes objectives qui sont universalisables, je préfère employer le langage kantien de ce point de vue-là, et les libéraux doivent les respecter. Peut-être que dans ce domaine, comme ils sont souvent plus proches, bien que ça ne réduise pas de l'économie, ils sont peut-être mieux armés que d'autres pour comprendre comment tout ça peut se traduire, et on peut faire confiance à la créativité des entrepreneurs, même parfois dans le domaine vegan, pour en effet s'adapter aux nouvelles conditions qui doivent être réservées au monde animal actuellement. Moi, j'avoue, pour agir un peu à chaud, j'ai un peu du mal à comprendre votre frontière entre l'homme et l'animal. Je ne suis pas aveugle, je vois bien qu'on est assez différents du singe, j'en ai à peu près conscience. Mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a moins de différence, si je me trompe, moins de différence entre le chimpanzé et l'homme qu'entre le chimpanzé et l'huître. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu l'impression que cette frontière est un peu arbitraire finalement, de se dire l'huître et le chimpanzé vont être dans une même catégorie qu'on va appeler animal, et que l'homme et le singe sont extrêmement éloignés d'un point de vue uniquement du vocabulaire, bien entendu. Ma réponse est dans les critères que j'ai énoncés tout à l'heure. J'ai laissé de côté parce que, comme c'est une notion qui est remaniée actuellement par les neurosciences cognitives et comportementales, c'est le libre arbitre. Mais le libre arbitre, qui est une caractéristique principale, en tout cas potentiellement parlant, de l'être humain, présuppose un certain nombre de compétences, de capacités qui sont absentes du monde animal. Je reviens c'est terriblement concret, à la créativité, mais également, est-ce qu'il y a un animal qui respecte les droits des autres animaux? C'est peut-être là-dessus qu'il faut changer. Est-ce qu'il y a des humains qui ne respectent pas le droit des autres humains? Nous sommes supérieurs aux animaux parce qu'en effet, nous sommes capables de nous imposer un certain nombre de restrictions
dans l'usage de notre liberté, c'est quelque chose en effet. Et donc il a fallu quelques je crois millénaires pour arriver à cela. Oui, mais je ne connais pas d'animaux qui construisent des bombes atomiques, je ne connais pas d'animaux qui mettent à mal la planète. Donc vous prenez des critères qui sont relativement arbitraires pour essayer de créer une frontière effectivement entre l'homme et le chimpanzé. Alors qu'on est en plus des grands singes. Il y a des choses très intéressantes à dire sur ce que savent faire les animaux. Oui. Oui, enfin, Pardon sur les capacités cognitives des animaux, mais après je ne sais pas si c'est le thème de la soirée. Mais, Pas forcément, mais si ouais. Ok, mais bon, moi je suis pas forcément éthologue et donc je suis pas scientifique, donc je pense que je ne peux pas vraiment donner un avis définitif sur la créativité, etc. Mais je pense que la créativité, elle existe dans le monde animal certainement. Dans les sociétés de primates, je pense que quelqu'un comme Frans de Waal, c'est quelqu'un qui affirmerait sans trop de difficulté que les primates qui vivent en société respectent un certain nombre de devoirs et d'obligations et de règles pour la vie en société, et qui peut leur en coûter cher d'ailleurs lorsqu'ils les enfreignent. La question de la conscience animale, c'est une question qui a été tranchée scientifiquement assez récemment, en 2012. Vous connaissez peut-être cette déclaration, c'est la déclaration de Cambridge. C'est à l'issue d'un colloque de neurologues, de neurochirurgiens, etc., et de spécialistes en fait des états mentaux et du fonctionnement du cerveau, qui se sont réunis à l'issue d'un colloque et qui ont donc fait une déclaration qu'on appelle la déclaration de la conscience animale, la déclaration de Cambridge. Vous cherchez ça sur internet, vous allez trouver ça, c'est même en vidéo. Il y avait Stephen Hawking qui était présent et donc qui déclare que tous les animaux vertébrés en tout cas, reptiles, mammifères, oiseaux, poissons et certains invertébrés comme les céphalopodes, comme les sèches et les poulpes, ont les substrats neurologiques qui, en tout cas chez nous, produisent la conscience. Mais après, je ne sais pas si c'est un débat qui est forcément intéressant, c'est-à-dire que je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le fait de savoir si si la conscience ou la créativité ou la pensée ou l'intelligence sont des choses qu'on a en commun ou pas. Et après, la question de savoir si c'est pertinent. C'est-à-dire, moi je vois pas, par exemple, je vois pas très bien en quoi la créativité, par exemple, est un critère pertinent pour être sujet de droit. Je vois pas le rapport. Ouais. Ah bah je suis à votre disposition. Merci. C'est parce que derrière, il y a évidemment toutes les capacités mentales, la pensée, etc. Et une pensée conceptualisante. Autrement dit, les animaux ne conceptualisent pas. Mais il y a plein d'humains qui n'en sont pas capables. Mais ils ont cette potentialité en tant qu'être humain. Non, il y en a qui n'ont pas. Ces handicapés mentaux, malheureusement. Ah bah évidemment, si on prend des exceptions, moi je peux vous sortir à l'appel un tas d'exceptions qui vont affirmer n'importe quoi. Non. Ne nous basons pas sur des exceptions rarissimes. La norme, c'est que tout être humain, sauf accident rarissime, a la potentialité, pour ceux qui bénéficient de bonnes conditions d'éducation, de faire preuve. C'est des critères qui sont très personnels quand même. Ça, c'est... Peut-être, effectivement, donc... Alors, excusez-moi, deuxième partie de ma réponse à propos de la conscience. Ne confondons pas la conscience perceptive, qui existe évidemment chez nombre d'animaux, et la conscience morale, et la conscience de soi. Alors, si on mélange tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge, mais nos discussions n'aboutiront pas. C'est un fait qu'il y ait une conscience perceptive, c'est-à-dire que des animaux se rendent compte de ce qui se passe, ils peuvent en effet, et même par rétroaction, se rendent compte qu'eux-mêmes, ils existent. Il y a sans doute chez nombre d'animaux supérieurs l'amorce de ce qui deviendra la conscience de soi ou de ses potentialités, y compris cognitives chez l'être humain, n'empêche qu'ils ne l'ont pas. Donc, la conscience morale, je renvoie. Alors, on peut toujours dire qu'il y a des animaux, par exemple, dans des conditions intraspécifiques, c'est-à-dire à l'intérieur d'une espèce, qui se respectent mutuellement. C'est quelque chose qui est génétiquement programmé. La conscience morale de l'être humain, elle n'est pas génétiquement programmée. J'attends le prix Nobel qui nous livrera cette découverte. Donc là, pas de confusion, et c'est ce que je regrette. Moi, j'ai toujours l'impression que dans certains combats pour la cause animale, c'est obscurci parce qu'il y a un excès, presque par anthropomorphisme, de projection sur les animaux de quelque chose qu'ils n'ont
pas. Ça a abouti à une sorte de divinisation de l'animal, et je crois que c'est un mauvais service à leur rendre. Ils sont ce qu'ils sont, et ils sont privés de ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine. Pour autant, j'y reviens, cette spécificité de l'espèce humaine lui fait moralement, et pas simplement moralement, mais de façon légale, politique, etc., obligation de respecter ce que les animaux ont en commun avec nous. J'ai trouvé une exception dans ma défense de la cause animale, ce sont les moustiques. Les moustiques que j'attaque toujours le premier sans attendre qu'ils m'attaquent moi-même, et j'ai une joie, mon sadisme personnel, puisqu'on a tous tout de même, Freud a largement montré quelques études concernées, eh bien, il se satisfait lorsque j'écrase des moustiques qui sont prêts à bondir sur moi. Donc il y a des exceptions, naturellement. Pour les autres, hein, j'ai dit tout à l'heure que j'avais sauvé la vie à une vipère, tout animal, dès lors qu'il ne m'agresse pas, a droit à ma plus grande bienveillance active. C'est-à-dire que non seulement il faut s'abstenir de ça, un problème intéressant, c'est savoir par exemple si on peut introduire le délit de non-assistance à animaux en danger. Là-dessus, je serais tout à fait prêt à l'admettre. Alors, ça aurait d'ailleurs des répercussions législatives considérables. Il ne faut pas s'aventurer là-dessus. Mais en effet, lorsqu'on est spectateur d'une maltraitance d'animal, qu'est-ce qu'on est censé devoir faire? Il est possible tout à fait qu'il y ait des évolutions souhaitables dans ce domaine. Donc moi je préfère des mesures concrètes comme ça, assises sur la réalité, et au lieu, en effet, qu'on dit, eh bien, écoutez, entre les humains et les animaux, il n'y a aucune différence, ils sont porteurs de droits comme nous sommes, Personne ne dit ça, je pense que personne ne dit ça. Ah, c'est ce que j'ai entendu, hein. On dit qu'il n'y a pas de différence. Ouais, moi j'avais une expression qui m'a fait sourire mais amèrement. Vous parlez de bienveillance active vis-à-vis des animaux. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse avoir une bienveillance active quand on les mange sans raison. Je vois pas l'intérêt. Je comprends l'amour que vous avez pour votre chat, je comprends qu'il est extrêmement bien loti, le bienheureux, qu'il est, qui mange des souris, etc. Et de l'autre côté, vous mangez des animaux qui n'ont rien demandé, ils ne ont pas attaqué, vous parlez de moustiques, je suis pas sûr que la vache et le cochon vous a attaqué, ou alors c'est une exception, les exceptions ont pour moi une importance. Et je n'arrive pas à comprendre ce rapport entre bienveillance d'un côté et le fait de se nourrir d'un animal dont vous n'avez absolument pas besoin. Parce que, encore une fois, nous sommes des carnivores. Non. Si. Alors vous niez la réalité humaine. Alors attendez, on est chez les anges. On va pas être d'accord là-dessus. On va pas être d'accord là-dessus, mais du coup, si jamais on arrive à la science... Et médicalement, c'est très bien que l'absence de protéines qui vient de l'alimentation carnée est quelque chose qui nous fait du mal. Mais monsieur, vous affirmez énormément de La choses. science est Alors, contraire. que ce soit sur l'éthologie, Il y en a sur qui la ne comprennent nutrition, pas aussi. il faut repartir des faits. On peut peut-être apporter par exemple le point de vue d'L214 sur cette question, sur le fait que les humains sont peut-être pas carnivores. Plus globalement, je crois que il y a un danger dans un type de débat comme celui-là, c'est qu'on sorte rapidement du sujet et qu'on ait des différences parce qu'on a des manières différentes de vivre la cause animale. Et en fait, on n'est pas là pour en débattre, pour faire une sorte de match à trois comme ça. C'est plutôt pour avoir une discussion avec vous, avec le public, sur le thème de la soirée qui est donc le libéralisme et la cause animale, c'est ça. Donc je reviens au sujet. Alors surtout que ce soit moi qui revienne dans le sujet, c'est pas mal parce que nous chez L214, en fait, on s'est beaucoup demandé qui est-ce qui allait venir à cette soirée et répondre à cette invitation chez nous, parce que ça demande quand même des. Enfin, moi par exemple, le libéralisme, j'ai même pas, et j'aurais dû regarder un peu sur Wikipédia, un peu juste avoir quelques notions, parce que peut-être je vais avoir un air un peu ahuri pendant toute la soirée parce que c'est quelque chose que je connais pas très bien. Probablement que des gens chez nous qui travaillent avec des entreprises auraient été plus à même de participer à cette discussion. Mais pour revenir à votre question du départ, qui était sur l'articulation en fait entre la liberté et puis une sorte de cadre moral ou une sorte de cadre. Alors, ça m'évoque plusieurs choses. Alors, le terme de liberté, c'est un terme qui est très vaste, qui revêt beaucoup de choses. Certainement, ça concerne les animaux eux-mêmes. Les animaux ont clairement un besoin de liberté. Je pense que par exemple, si on parle du droit à la liberté, on peut considérer que le droit à la liberté peut s'appliquer à tout individu qui peut souffrir d'en être privé. C'est une définition assez simple.
voilà, on n'a pas besoin de se poser la question de la créativité ou de la conscience. Juste le fait voilà, des individus qui souffrent du fait d'être privés de liberté on peut considérer qu'ils ont un droit à la liberté. Ou en tout cas, ils méritent qu'on ait une attention particulière à leurs conditions de vie ou de détention, dans la mesure où on en serait responsable et dans la mesure où on aurait placé ces animaux dans ces situations. Le terme liberté aussi, ça m'évoque ce qu'on appelle en élevage, ou en tout cas dans les gens qui s'intéressent au bien-être animal, en élevage, se réfère souvent à une expression qu'on appelle les 5 libertés, qui a été définie il y a 20-25 ans en Angleterre, et c'est les 5 libertés, c'est-à-dire une sorte de droits fondamentaux ou de libertés fondamentales auxquelles les réglementations qui encadrent les différentes utilisations que nous faisons des animaux doivent prêter attention. Et pendant longtemps, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, cette notion de 5 libertés a été un fondement de la politique européenne, enfin de l'Union européenne en matière de bien-être animal, et un fondement des réflexions autour des différentes directives et des différents cadres réglementaires qui ont été imposés par l'Union européenne dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des transports des animaux. Et je ne les connais pas par cœur, mais les 5 libertés, en gros, c'est le fait d'être libre de la faim et de la soif, donc ne pas souffrir de la faim et de la soif, d'être libre de maladies et de souffrances physiques, donc être en bonne santé, d'être libre de ses mouvements, d'être libre d'exprimer ses besoins physiologiques fondamentaux, ses besoins comportementaux, d'être libre de pouvoir les exprimer, c'est perform en anglais. Et je crois que la 5e, ça a trait aux relations sociales entre les animaux. Donc il y a ces 5 libertés-là qui sont importantes pour toute la politique en matière de bien-être animal au niveau européen, et qui donc guident d'une certaine manière les lois qui encadrent les utilisations économiques que nous avons des animaux. Dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine des parcs zoologiques, dans le domaine de l'expérimentation animale, et dans le domaine de l'élevage. C'est quelque chose auquel vous êtes confronté peut-être tous les jours, Jean-Benoît, le lien avec les entreprises. Complètement. Et je voulais aussi rebondir aussi sur la liberté, et notamment la question initiale qui était donc la liberté de consommer. Je pense qu'on peut envisager ça dans son ensemble. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la liberté de consommer, elle n'existe déjà pas. Moi j'ai 2 enfants, ils vont à la cantine, ils sont obligés de manger de la viande 4 fois sur 5 minimum, et encore je suis dans un quartier qui est plutôt favorisé. Donc aujourd'hui, il y a des mesures qui sont des mesures clairement étatiques, qui ne permettent pas de consommer ce qu'on veut. Deuxième chose, il y a également des lois qui régissent le fait que vous n'avez pas le droit de commercialiser, vous n'avez pas le droit de tuer dans tout ça pour s'alimenter un certain type de viande. Et on revient aux spécistes, à savoir les animaux domestiques. Si vous tuez et que vous mangez votre chien, pareil, vous êtes condamnable devant la justice. Et la troisième chose, c'est l'offre. Aujourd'hui, on est tributaire, je ne sais pas si on peut appeler ça liberté, mais on est tributaire d'une offre qui est extrêmement réduite. Concrètement, moi quand je parle de véganisme, les gens disent non, mais moi je mange de tout, vraiment de tout. Tu nous ennuies avec ton véganisme. Et quand je les vois, finalement, ça s'arrête quoi, allez, un steak frit, quiche Lorraine, saumon tagliatelle. Et effectivement, quand on regarde les chiffres au niveau mondial, le 3/4 de la population mondiale est soumise à une offre qui est extrêmement limitée, puisque les 3/4 de la population mondiale ne va se nourrir qu'avec 12 végétaux et 5 animaux. Donc finalement, cette liberté, elle est extrêmement cadrée, elle est extrêmement réduite. Et effectivement, quand on est comme moi vegan, la liberté, on a encore moins, puisque on le voyait même dans des circuits très étatiques, très éloignés du libéralisme, à l'école publique, on a du mal à s'alimenter de la manière dont on le souhaite. Et moi j'avais une question par rapport aux entreprises que vous pouvez voir, parce que vous avez un lien avec les grands groupes également. Et justement ça pourrait nous paraître un peu pareil, paradoxal de présenter ces solutions à des entreprises qui verraient peut-être une facilité à utiliser la production animale dans leur fonctionnement. Ouais. Donc peut-être comment est-ce que vous leur présentez les choses, votre premier lien, votre première approche. Il y a déjà côté entreprise, donc dans une logique beaucoup plus de liberté d'entreprendre, il y a vraiment 2 cas de figure. Il y a un cas de figure qui nous plaît beaucoup,
c'est quand la liberté d'entreprendre va dans le sens de la cause animale, et j'en suis un des témoins. Moi, j'ai quitté un boulot extrêmement classique pour me consacrer à la cause animale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, des associations qui correspondent à une logique économique. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, il y a des concept stores, vous voyez tous les restaurants véganes qui s'ouvrent, qui correspondent à une vraie logique économique et qui vont effectivement dans le sens de la cause animale. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, c'est de valoriser cette offre, c'est de leur dire vous avez bien fait de faire ce choix-là. C'était le cas avec la SNCF, c'est le cas avec Biocoop, avec Naturalia, avec Carrefour. Leur dire vous avez bien fait de faire ce choix-là, vous allez voir, les gens vont être à votre compte, vont acheter vos produits. Aujourd'hui, on a la chance, quand on voit des entreprises comme Carrefour qui ne se portent pas bien et qu'on entend qu'effectivement les seuls produits qui se portent bien chez eux, c'est les produits véganes et les produits bio, on sent qu'effectivement on était en amont de pas mal de tendances. Donc ces entreprises-là, on les accueille, et puis de toute manière, ces grandes entreprises, c'est un formidable levier pour nous pour parler de véganisme. Elles sont beaucoup plus faciles à convaincre que les hommes politiques, pour la bonne et simple raison qu'une grande entreprise aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est le profit. Qu'elle vende du tofu ou du steak haché, pour elle, ça ne changera absolument rien, et elle sera ravie qu'on l'accompagne dans ce sens-là. Et on le voit quand on a travaillé longtemps avec des marques qui étaient pour moi extrêmement proches de la viande, qui le sont encore pour beaucoup de personnes, à savoir Erta, Fleury Michon, qui, pour moi, je ne vous cache pas, sont plutôt des gros mots. C'est des entreprises qu'on a accompagnées vraiment dans ce sens-là, parce qu'elles ont décidé de végétaliser effectivement leur offre. L'autre hypothèse qui est l'hypothèse qui est pour nous un peu moins vertueuse, c'est effectivement les entreprises qui, elles, ne correspondent pas à la cause animale. Et là, j'ai envie de dire, moi en tout cas, je suis plus partagé. J'ai envie de dire, d'un côté, il faudrait un peu plus de libéralisme, c'est-à-dire qu'il faudrait une espèce de situation de libre concurrence. Aujourd'hui, quand on fait de la viande, on a des subventions qui sont plus importantes. On regardait les chiffres la semaine dernière sur les éleveurs. 85% des éleveurs bovins auraient un résultat négatif avant impôt s'ils n'étaient pas subventionnés. Donc on se rend compte que finalement cet argument-là, même économique, sur la viande ne tient pas. Et de l'autre côté, on aimerait quand même, moi en tout cas j'aimerais une intervention de l'État peut-être plus importante sur toute la partie information, formation. Je pense effectivement à la partie information, de dire effectivement nous ne sommes pas carnivores, nous n'avons pas besoin de viande pour être en bonne santé, j'en suis la preuve vivante. On a besoin, oui, de protéines, mais les protéines, vous les trouverez. Vous avez un guide nutritionnel à l'entrée, vous trouverez des protéines dans plein d'autres légumes, et puis également de la formation pour pouvoir accompagner des chefs, des entreprises qui souhaitent avoir des cantines plus végé. On a une action avec Greenpeace L214 d'ailleurs dans ce sens-là, pour accompagner les cantines dans une végétalisation de leur offre, pour que nos enfants, oui, s'ils veulent, plus tard ils choisiront de manger de la viande, mais pour l'instant, qu'ils restent en bonne santé. Peut-être Dominique, sur la partie éducation, vous pouvez un peu nous apporter vos lumières. Comment est-ce que vous voulez développer ça justement auprès des écoles? Vous nous disiez dans les bouquins de SVT, par exemple, les parties, ça rejoint un peu la question de la pédagogie. Est-ce que vous pensez que l'État peut apporter son aval sur ça? Est-ce que dans les programmes, vous voulez développer certains aspects ou est-ce que... Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Là, c'est encore un peu jeune. On a développé pour l'instant quelques outils. On propose quelques animations en classe. Voilà, ça rentre dans le cadre après pour reprendre le thème de la soirée, de la liberté pédagogique des enseignants, en fait, de faire appel à nous ou d'utiliser une ressource qu'on propose, qu'on essaye de proposer vraiment comme des ressources scientifiques, en fait, elles sont d'ailleurs validées par un conseil scientifique d'une dizaine de personnes avec des spécialistes en médecine vétérinaire, en éthologie, en droit animalier, etc., en nutrition. Ce que disait Jean Benoît, en fait, donc cette manière qu'a l'AVF de travailler avec les entreprises, c'est quelque chose que, de mon côté, j'ai vu se développer il y a à peu près une dizaine d'années, à un moment où traditionnellement, en fait, en matière de protection animale, les associations travaillaient essentiellement pour en fait obtenir des changements dans la réglementation. C'est-à-dire comment en fait changer le cadre légal. C'est-à-dire comment fixer légalement par des législations à la fois nationales mais surtout européennes, en tout cas pour ce qui nous concerne nous, puisqu'on est dans les animaux d'élevage, ce sont essentiellement des réglementations européennes, comment est-ce qu'on peut améliorer
et fixer de meilleures limites en fait à ce qu'il est autorisé de faire à des êtres sensibles. Et donc ça a été pendant longtemps la seule voie d'action des associations, pas seulement des associations dont j'ai pu être proche par le passé, une association qui s'appelle Wellfarm par exemple, mais des associations avec lesquelles on travaillait au niveau européen. Et on travaillait beaucoup avec une sorte de petit cabinet de, entre guillemets, lobbying à Bruxelles, qui s'appelle Eurobook for Animals, qui a été créé dans les années 90, peut-être même avant, pour avoir une influence justement sur les réglementations. C'est une méthode qui a porté ses fruits, par exemple, dans le cadre des cosmétiques. Vous savez peut-être que donc, dans l'Union européenne, les cosmétiques, donc les shampoings, les rouges à lèvres, etc., ne peuvent plus être testés sur les animaux depuis 2004 et ne peuvent plus être testés sur des animaux ailleurs qu'en Europe, mais commercialisés en Europe depuis 2013. Donc, depuis 2013, on a comme ça un cadre légal qui empêche, qui est un marketing ban, donc qui fait que vous ne pouvez pas commercialiser un produit cosmétique dans l'Union européenne s'il a été testé sur les animaux, soit dans l'Union européenne, soit ailleurs. Et ça a vraiment changé le visage en fait du marché des cosmétiques, parce que toutes les grandes marques qu'on connaît, donc Garnier, Nivea, L'Oréal, etc., pratiquaient ces tests. Et parce qu'il y avait une réglementation qui était extrêmement contraignante, donc vraiment une interdiction, des méthodes alternatives se sont développées. Tout à coup, les laboratoires ont trouvé d'autres moyens de faire des tests d'irritation, des tests de toxicité, etc., qu'on faisait avant sur les rongeurs, sur les lapins, etc. Et donc ça a vraiment son importance, c'est-à-dire d'influer sur le cadre légal. Un autre exemple que les cosmétiques, c'est la réglementation sur les œufs dans toute l'Union européenne, et ça vous avez remarqué ça en France sûrement, c'est que quand on achète des œufs, vous pouvez voir sur la boîte comment vivent les animaux. Et c'est le seul produit. Vous pouvez acheter du steak, du poulet, du beurre, du fromage, des yaourts, du lait, n'importe quoi qui vient d'un animal. Vous n'avez pas de mention légale obligatoire sur la manière dont les animaux ont été élevés dans le cadre de la fabrication de ce produit. Pour les œufs, oui. Il y a 4 possibilités, plein air bio, élevé en plein air, ça vous l'avez sûrement déjà vu, c'est écrit en grand sur les boîtes d'œufs, élevé au sol et élevé en cage. Avec en plus une mention sur le produit lui-même, sur l'œuf, avec un système de code, vous connaissez sûrement, 0, 1, 2, 3, etc. 3 c'est la cage, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on a obtenu donc, de manière collective, entre associations au niveau européen et un changement dans la loi. Et ça a tellement bouleversé le marché de l'œuf, cette industrie au niveau européen, le fait de donner au consommateur une information, c'est-à-dire de permettre au consommateur d'avoir une liberté de choix, avec des informations qu'il pouvait donc contrôler lui-même, ça a vraiment changé le marché. Et depuis cet exemple, en fait, il est très difficile de reproduire cet exemple-là sur d'autres produits. Parce que les industries en face bloquent complètement, et probablement l'œuf était le premier et le dernier produit sur lequel on aura comme ça une réglementation. Et donc depuis qu'on a ces difficultés, on travaille, les associations, je dis donc les associations travaillent beaucoup plus, se sont tournées vers d'abord la grande distribution, pour travailler avec eux sur essayer en fait d'élargir quelque chose qui est important pour les entreprises, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Il y a des critères sociaux, il y a des critères de respect de l'environnement, mais il n'y avait pas de critères pour le bien-être animal. Et depuis une dizaine d'années, on commence à voir donc, des entreprises qui s'intéressent et qui intègrent dans leur responsabilité sociale des garanties qu'ils peuvent donc proposer aux consommateurs en matière de bien-être des animaux. Si on voit ça en France, la première marque qui est allée dans cette direction, c'est Monoprix. Il y a une dizaine d'années, non, un petit peu moins qu'une dizaine d'années, qui a décidé, il y a 6-7 ans, de ne plus vendre d'œufs de poule en cage dans leur magasin, dans les œufs frais, donc les œufs cookies. Et puis on a commencé à travailler aussi, d'aller vers les entreprises. La première entreprise avec laquelle on a travaillé sur ce dossier-là, c'est Amora, qui ont commencé à mettre des garanties comme ça de bien-être animal en avant, en proposant une mayonnaise garantie aux œufs de plein air, avec écrit sur le pot garantie
mayonnaise aux œufs de plein air. Et donc ça, c'est une direction dans laquelle on travaille beaucoup aussi, d'aller voir les entreprises, la grande distribution, et de les convaincre qu'il y a une opinion publique qui est attentive à ces questions, qui est demandeuse d'informations, qui est demandeuse de garanties, et que c'est un système gagnant-gagnant en fait, même gagnant-gagnant-gagnant, parce que c'est gagnant pour les animaux, c'est gagnant pour les entreprises et c'est gagnant pour les consommateurs. Et donc ça, c'est une direction dans laquelle on travaille beaucoup. Nous, alors chez L214, on travaille avec des partenaires internationaux. Par exemple, sur la question des œufs, on travaille avec une association qui s'appelle The Human League, qui a une petite branche comme ça qui s'appelle la Open Wing Alliance, et qui font des réunions 2 fois par an avec des responsables d'associations de protection animale du monde entier, des gens qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, et qui réfléchissent collectivement à comment mener campagne pour obtenir des avancées dans la manière dont les animaux sont traités dans le cadre de la commercialisation de leurs produits par des très grands groupes. Donc on vise des très grands groupes comme Carrefour, comme Cargill, etc., des groupes mondiaux en fait. Et donc ça, c'est une direction qui donne vraiment pas mal de... qui porte ses fruits pour l'instant en tout cas. C'est vraiment une direction qui est très enthousiasmante pour nous. La plupart des supermarchés français, vous savez peut-être, se sont engagés à ne plus vendre d'œufs de poule en cage d'ici 2022 ou 2025, pour la plupart d'entre eux. Et c'est pour ça qu'on a vu arriver une promesse de campagne du candidat Macron lors de la dernière élection présidentielle, parce que le marché était déjà en train de changer, il y avait déjà eu toutes ces avancées, donc c'était pas très, ça coûtait pas cher en fait de faire une promesse sur un marché qui est déjà allé vraiment à fond dans cette direction-là. Ouais, voilà. La vidéo sur BFM hier de votre association, à condition qu'en commission parlementaire, ce soit suivi des faits, parce que le parlementaire En Marche, qui était le rapporteur, lorsqu'il a été interviewé hier, c'était tout de même inquiétant, en disant oui, vous décrétez des choses dans des bureaux parisiens, vous n'êtes pas proche du terrain, etc. Donc il n'était pas question pour lui, visiblement, qu'il y ait des caméras de surveillance dans les abattoirs ou des choses comme ça. Donc on aimerait sur ce plan que le candidat Macron fasse que ses parlementaires respectent ses engagements de campagne. Oui, il y a eu une vraie marche arrière sur ce sujet. Ah oui, là c'était effarant. Ouais. Et sur la question des œufs, la campagne qu'on mène en ce moment, c'est effectivement pour obtenir, parce qu'il y a à l'Assemblée des discussions en ce moment sur la loi alimentation, vous avez suivi ça, donc les états généraux de l'alimentation, etc. Et donc il y a un engagement très facile à faire de ne plus vendre d'œufs de poule en cage dans les supermarchés, dans les grandes distributions, mais je crois que c'est à peu près, c'est plus d'un tiers des œufs, peut-être même plus que ça, qui sont en fait utilisés dans les ovoproduits, dans les gaufres, dans les mayonnaises. Et donc nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande, c'est le vote d'une interdiction totale de ce type d'élevage, alors avec une échéance, le temps que les professionnels puissent s'adapter, avec des aides à la reconversion pour aider les gens qui se sont installés dans ce type d'élevage, parce qu'au moment où c'était autorisé, donc on ne peut pas leur en vouloir, il y a une responsabilité qui est collective, et donc il faut que collectivement la société accompagne ces professionnels-là dans des reconversions si on décide que la manière dont ils travaillent n'est plus légale, va devenir interdite. Et donc il faut les aider, et donc c'est ça qu'on demande, de manière à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière, donc que ce ne soit pas juste un état actuel du marché et qu'on puisse profiter de cette tendance très forte pour fermer la porte, pour pas qu'elle puisse être réouverte en sens inverse. Je ne sais pas si les questions-réponses sont à la fin, mais j'ai... on va ouvrir ouais, le débat. c'est juste par rapport au débat sur... Oui, je voulais dire deux choses. Une première, c'est que tout de même, on a encore le droit de consommer des œufs qui sont des produits animaux. Deuxièmement, sur le fond, je reviens à votre question. En ce qui concerne la liberté d'entreprendre, mais on a pu souvent constater, dans le passé et actuellement, que pour un entrepreneur, le fait d'être confronté à de nouvelles contraintes, qui seraient des contraintes en effet de respecter le bien-être animal, peut être une source supplémentaire, un défi à relever, qui peut stimuler
la créativité. Vous voyez par exemple ce qui se passe pour le respect des normes environnementales dans la construction des bâtiments ou le fait de construire des bâtiments qu'on appelle maintenant intelligents, c'est-à-dire qui peuvent être autonomes du point de vue énergétique. S'il n'y avait pas eu un certain nombre de contraintes, il est tout à fait possible que la créativité entrepreneuriale ne serait pas allée dans ce domaine-là, et donc par conséquent, on peut attendre des choses tout à fait positives, des nouvelles contraintes, des nouvelles normes qui vont être imposées aux entrepreneurs de ce point de vue-là. Ce n'est pas quelque chose qui limite de façon négative la liberté d'entreprendre, c'est quelque chose qui la réoriente et en effet la stimule pour qu'on arrive à trouver des réponses qui soient satisfaisantes. Deuxièmement, pour les consommateurs, mais c'est une vieille requête libérale qu'il y ait en effet la liberté et l'intervention des consommateurs dans ce qui est proposé du point de vue des produits. Et justement, le fait que ce soit les consommateurs qui aient imposé à un certain nombre d'entreprises dont on vient de parler de modifier leurs pratiques, d'être attentifs au bien-être animal, de ne plus faire n'importe quoi, c'est au fond une victoire du libéralisme. Les consommateurs ont la parole. Moi, je pense que les associations de consommateurs sont partie prenante de la conception que j'ai du libéralisme. Et il faudrait ajouter ceci, il y a tout de même aussi des armes à disposition des consommateurs ou des citoyens que nous sommes et qui voulons que le bien-être animal soit respecté autant qu'il est possible de façon non absolutiste, c'est le fait de pouvoir boycotter éventuellement ou même de pourrir l'image d'une entreprise qui, en effet, ne se plierait pas au respect de ces nouvelles normes. Ça fait partie aussi du combat libéral que de pouvoir imposer à des entreprises récalcitrantes qui ne sont pas du tout l'alpha et l'oméga, donc de devoir se plier aux nouvelles exigences qui correspondent à des normes objectives. Justement, vous allez dans ce sens-là. En fait, je ne comprenais pas le rapport avec le libéralisme depuis le début, parce qu'on n'a pas nommé le libéralisme. Moi, la définition que j'en ai du libéralisme, c'est qu'il y a un antagonisme entre le législateur et l'entreprise. Et les libéraux pensent que moins il y aura de législation, plus l'entreprise sera libre et plus la société sera prospère. Pour la cause animale, moi je vois justement que la cause animale bénéficie d'un... Justement, il ne faut pas qu'il y ait du libéralisme pour la cause animale, dans le sens où ce qu'on demande, toutes les assos demandent, c'est de la législation, encadrer les comportements individuels, parce qu'il y a une oppression en fait sur les animaux. Donc la loi permet justement de cadrer cette liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté absolue si elle oppresse. Et puis ensuite, les géants du secteur dans l'industrie animale, représentés par leur syndicat majoritaire comme la FNSEA, ce qu'ils demandent, c'est laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire, laissez-nous gérer. C'est du libéralisme, donc on n'a pas besoin de règles ou de lois pour nous imposer quoi faire. Et justement, toutes les assos demandent de la législation. Les caméras, il faut les imposer parce qu'elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Je pense que les intérêts économiques et les intérêts moraux et éthiques s'opposent. Et c'est justement là où le législateur doit intervenir. Donc le libéralisme n'est pas un ami forcément de la cause animale. Et il y a eu plein de contradictions dans ce que vous avez dit. Vous avez dit à la fois que justement il faut des normes. C'est pas le discours d'un libéral habituellement. Et d'ailleurs la République en marche actuellement majoritaire à l'Assemblée va pas dans le sens de la protection animale, justement pour des critères économiques avant les critères éthiques. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus sur le libéralisme, puisque c'est l'un des sujets de la soirée. Par exemple, celui qui est à l'origine de la notion de laisser-faire, Turgot, qui n'était pas n'importe qui était contrôleur général des finances, qui était aux affaires entre 1774 et 1776, c'est quelqu'un qui concevait le laisser-faire comme étant tout de même encadré par un certain nombre de normes. C'est pourquoi d'ailleurs il faisait prendre à Louis XVI un certain nombre de décrets pour la suppression par exemple des commissaires. Donc il y avait une intervention active du législateur. C'est une idée fausse du libéralisme de le réduire à laissez-nous faire n'importe quoi. C'est laissez-nous faire, c'était d'ailleurs l'origine de l'expression, c'est la réponse d'un marchand à Colbert, et Colbert, très étatiste, très interventionniste, lui dit qu'est-ce que l'État peut faire pour vous? Et la réponse de ce marchand, le gendre, a été laissez-nous faire. Sous-entendu, et peut-être que parfois les libéraux ont eu tort de ne pas expliciter ce sous-entendu, dans le cadre d'une législation, dans le cadre du respect d'un certain nombre de contraintes morales, légales, etc. Donc jamais il n'était question que le laisser-faire, ce soit le laisser-faire n'importe quoi.
Cela dit, vous avez raison de souligner qu'il peut y avoir, et il y a effectivement des entreprises qui l'interprètent de cette manière. Le bon laisser-faire, c'est laissez-nous faire, nous connaissons notre affaire, nous savons ce que nous pouvons et devons faire sans verser dans les excès. Puis il y a le mauvais, c'est on fait n'importe quoi et arrose quiconque voudrait nous imposer de nouvelles contraintes. Malheureusement, là-dessus, vous avez raison. Ce qui se passe actuellement, y compris avec la FNSA, c'est laissez-nous faire, nous savons ça. Les résultats contredisent ça, ce qui se passe dans les abattoirs, ce qui se passe dans des conditions d'élevage, ce qui se passe avec les poules entassées d'une façon tout à fait immonde. Donc, en effet, il faut repenser cette notion de laisser-faire, mais encore une fois, pour les libéraux historiques, ça a toujours été conçu comme faisant partie intégrante de quelque chose de plus vaste, où les contraintes morales, d'une part, et des contraintes légales de respect d'un certain nombre de choses. Turgot, par exemple, était quelqu'un qui était adversaire de l'esclavage, qui était tout à fait adversaire du fait qu'on empêche les pauvres de pouvoir déboucher sur le marché du travail. Donc lorsqu'il a parlé de laisser-faire, ça s'inscrivait dans un cadre normatif tout de même beaucoup plus vaste. Pour revenir sur l'esclavage, c'est vous le spécialiste et j'aimerais bien avoir votre éclairage là-dessus. Moi, j'avais une notion de la relation entre l'esclavage et le libéralisme, le fait que justement l'esclavage ne représentait plus un intérêt économique suffisamment important pour qu'il puisse persister dans l'histoire. En gros, se dire qu'un salarié était plus productif parce qu'il y allait de manière volontaire qu'un esclave qui allait contraint, et forcément, on sait ce que c'est quand on y va de manière forcée, ça ne donne pas le même boulot, même non rémunéré. Je crois que Smith était dans cette tendance-là. C'est vrai, faux. Il y a cet aspect-là, mais il y a eu un certain nombre de grands penseurs libéraux qui ont mené un combat moral au nom du respect de l'être humain. Pour faire passer la pilule du point de vue d'un certain nombre d'entrepreneurs, il y avait aussi, autrement dit, là, le bon combat réunissait des intérêts bien compris. C'est vrai, en effet, quelqu'un qui est dépendant a servi une situation d'esclave est sans doute plus protégé. Mais deuxièmement, il y a eu aussi ce combat moral. On ne voit pas pourquoi les libéraux en auraient été exclus. Il y a des noms célèbres de ce point de vue-là. Je pourrais prendre un autre exemple. Il y a eu nombre de libéraux qui ont été des pionniers dans la cause du féminisme. Donc, je déplore qu'on réduise, peut-être parfois certains libéraux ont été responsables aussi de ce malentendu, qu'on réduise le libéralisme à uniquement une question d'intérêt économique étroit, où en effet celui qui en est l'agent aurait le droit et réclamait d'avoir le droit de faire n'importe quoi. C'est tout à fait différent. C'est pourquoi je me réfère à des grands penseurs libéraux de l'histoire des idées, Kant, qui n'est pas rien en ce qui concerne en effet les problématiques de l'éthique. Il y a toujours, c'est lui qui a été créateur de l'impératif catégorique, et l'impératif catégorique a quelque chose, la loi morale, qui impose un certain nombre de restrictions à la liberté de l'être humain, peut-être d'ailleurs en vue d'une liberté plus exigeante et plus haute. C'est là qu'il y aura le débat. On va peut-être ouvrir au public par là-bas, on avait une question. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors, je vais essayer de poser une question qui n'est pas claire dans ma tête, mais qui est la poser clairement. En fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est tous d'accord avec la logique des droits et des obligations. Voilà, on va donner de plus en plus de droits aux animaux et les êtres humains ont de plus en plus d'obligations. Mais du coup, j'essaie de me dire si on passe à l'étape d'après. C'est-à-dire, on considère vraiment les animaux comme des individus à part entière, donc des individus propriétaires de leur corps, on n'a pas le droit à faire l'expérience de les abattre. Des individus qui sont du coup souvent sur leur territoire aussi. Donc évidemment, j'imagine que la question de la différence entre les animaux domestiques et sauvages n'existe plus. Car un animal domestique finalement sur un territoire n'est pas souvent aussi libre. Et alors en fait, j'ai du mal à imaginer comment, je me dis vraiment demain on est dans un monde idéal du point de vue des animaux en tant qu'individus, comment on interagit avec eux à partir du moment où quand on décide d'être dans une société, on se met d'accord sur un certain nombre de normes. En tout cas, si on n'est pas d'accord, on crée une autre société comme les libertariens ou autres. Mais à partir du moment où les animaux ne sont pas en mesure d'accepter un certain nombre de normes, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, mais par exemple la question des sangliers, qui est souvent un énorme problème pour les éleveurs, les agriculteurs. On dit à un sanglier qu'on vous n'avez pas le droit de venir sur tel territoire parce qu'il appartient à un agriculteur. Comment on peut gérer en fait
des interactions avec des individus avec lesquels on n'est pas capable de parler le même langage et de se mettre d'accord sur un système de normes communes. Voilà. C'est pour avoir notre avis là-dessus. Il y a pas mal d'articles, de plus en plus d'articles sur justement ces utopies où les animaux, on vit en communauté avec les animaux, mais c'est vrai que ça reste très utopique et j'ai essayé d'imaginer comment on pourrait fonctionner ainsi. Et j'ai du mal à le conceptualiser vraiment clairement. Je vais apporter des éléments de réponse. Est-ce que vous faisiez référence à Zoopolis, par exemple, dans votre intervention? Alors, je crois que j'avais lu quelque chose, mais pas forcément spécifique. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de revendications pour des droits pour les animaux. Et il y a relativement peu de vision de ce que pourrait être un avenir où les animaux disposeraient d'un certain nombre de droits, et notamment du droit à la vie. Donc c'est vraiment un chantier philosophique, politique qui doit être ouvert. Et il y a une œuvre pour l'instant qui est très fondatrice en la matière, c'est le travail de 2 philosophes américains, ça s'appelle Zoopolis. Et en fait, ils ont essayé de réfléchir à l'application de catégories issues de la philosophie politique à différentes catégories d'animaux. Donc les 2 principales catégories d'animaux qu'on connaît, ce sont les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et en fait, ces philosophes proposent d'appliquer aux animaux domestiques le statut de citoyenneté, le statut de citoyen. Donc ça impose à la fois des droits, mais ça impose aussi un certain nombre de devoirs. Ça impose aussi d'aménager des espaces de vie communs dans lesquels ces droits et ces devoirs peuvent être appliqués. Et pour les animaux sauvages, ils proposent d'appliquer le statut de souveraineté. Voilà, c'est-à-dire que les animaux sauvages pourraient disposer d'espaces sur lesquels on ne les embêterait pas. Voilà, ils pourraient avoir la libre disposition de ces espaces. Et pour les animaux qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des animaux domestiqués, mais qui sont des animaux quand même qui interviennent dans nos espaces de vie. Donc vous avez cité par exemple les sangliers. L'idée c'est de leur appliquer un statut de résident. Donc ça implique aussi de réfléchir encore une fois aux espaces. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui doit être négocié, élaboré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la manière dont on a organisé nos espaces ruraux, il y a déjà des éléments qui relèvent en fait de cette réflexion. Voilà, c'est peut-être tout ce que je voulais dire, mais voilà, il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose qui est discuté, c'est quelque chose qui mérite une élaboration collective beaucoup plus large. Et pour l'instant, on est dans quelque chose de très débutant par rapport à toutes ces questions. Merci beaucoup. Moi, en fait, la question, c'est surtout relancer sur le côté, on va dire, libéralisme. Pour moi, le libéralisme, effectivement, c'est pas un sujet économique, c'est avant tout un sujet de droit. Et ce qui se repose en fait sur les droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la propriété et le droit à la liberté. Donc qui s'oppose donc ne pas être tué, ne pas être volé, ne pas être esclave de quelqu'un d'autre. Et pour moi, le rapprochement donc, avec la cause animale, c'est à partir du moment où on considère un individu, donc l'humain est un individu, à partir de quand un animal peut être considéré comme un individu. Effectivement, à partir du moment où une catégorie d'animaux sont considérés comme des individus, on n'a pas à disposer d'eux-mêmes, étant donné qu'ils ont les droits. En fait, pour un libéralisme, c'est une philosophie qui implique tout un tas de droits qui, bien évidemment, amènent sur l'économique, parce que quand on est propriétaire de nous-mêmes, on peut travailler, donc on est propriétaire du flux de notre travail, il y a toute une répercussion économique, mais ça va au-delà en fait de cette conséquence économique, c'est avant tout sur l'aspect de loi. Donc, par exemple, l'esclavage, si on est vraiment pour un libéral, on est contre l'esclavage. Et tout anti-esclavagiste, tous les penseurs anti-esclavagistes, c'est pour moi des libéraux, en fait, sont généralement des précurseurs, en fait, des penseurs libéraux. Ouais. Et puis il y a eu des philosophes qui ont intégré un peu la question animale. Enfin, je pense à des philosophes historiques comme Bentham ou comme John Stuart Mill qui avaient aussi intégré, alors c'est des petits moments dans leur œuvre, mais du coup qui étaient arrivés sur la question animale dans le cadre de leur réflexion sur la notion de droits fondamentaux, etc.
J'ai une vraie question, mais on a un petit peu. J'ai une question un peu technique. On a évoqué un peu la question des droits. Pour moi, il y a un problème fondamental de réciprocité. C'est-à-dire que pour avoir des relations de droit, donc dans le droit, c'est entre humains, on a des droits vis-à-vis des choses. Et j'ai besoin, pour établir, je serais pas en désaccord avec moi, mais j'aurais besoin pour établir, moi, que je puisse discuter de règles de droit avec des animaux. C'est ça qui manque fondamentalement. Et donc un serpent respecte mes règles de droit, un tigre respecte des règles de droit. Donc là, il pourrait y avoir un échange, et effectivement, il pourrait y avoir... Il y a un contrat, quoi. Voilà. Ou contrat, ou respect des droits naturels réciproques. C'est-à-dire ne pas venir me tuer, ou... voilà. Et comme, en tout cas, peut-être que dans le futur, on inventera des interfaces qui permettront d'arriver avec des animaux éduqués spécialement, d'avoir un genre de communication, j'en sais. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, et c'est un problème qui se posera avec l'intelligence artificielle dans une mesure. Mais on n'est pas d'établir des relations de droit. Pour moi, c'est mort. Pour moi, un animal ne peut être considéré en l'état de la science que comme objet de droit, même si on peut en prendre soin. Donc voilà, je voudrais entendre sur la question. Et puis la question un petit peu taquine, c'est qu'il semblerait, alors j'ai vu un film au cinéma récemment sur ce sujet, mais je me suis vaguement intéressé à la question, mais il semblerait que la science permette d'identifier, enfin chez les animaux, chez les plantes, des comportements vraiment très avancés qui sont troublants, donc quasiment des relations sociales entre espèces, des espèces qui permettent à des espèces de communiquer entre elles, des avertissements du danger, donc quelque chose qui se rapproche de la conscience, et sans doute qu'on avancera. Enfin, peut-être que la façon de présenter dans le film était un peu exagérée, imaginée, etc. Mais en tout cas, la présentation qui en a faite était vraiment très troublante. C'est-à-dire que ça allait largement au-delà de ce que moi j'imaginais. Et dans ce cas, il me semble que les véganes sont la merde. Je vais répondre peut-être juste sur le même point, je te laisserai répondre sur l'histoire des serpents. Par rapport aux végétaux, c'est une bonne remarque. Et entre véganes, on en parle beaucoup. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Là où je pense que vous mettez votre définition est juste, si vous parliez effectivement de conscience. Et nous, la différence qu'on va faire, effectivement, c'est que d'un côté, vous avez les êtres sentients, que nous, on ne veut pas manger parce que d'une part, on n'en a pas besoin et qu'on pense justement que ce sont des êtres sentients. De l'autre côté, effectivement, on a les végétaux. Et je suis d'accord avec vous, ils ont aujourd'hui ils arrivent à avoir des compétences qu'on ne leur reconnaissait pas il y a juste une dizaine d'années. Et parallèlement à ça, il y a aussi le fait, quand vous êtes vegan, vous ne consommez pas d'animaux, et peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas encore, le fait de consommer des animaux, vous consommez 10 fois plus de végétaux que les autres. Donc finalement, même quand vous êtes vegan, vous consommez quand même moins de végétaux que les autres. Donc on a plutôt aussi tendance à épargner ce qu'on appelle le cri de la carotte, quoi. Oui, alors sur les autres parties, je rajoute à ce que disait Jean-Benoît, que sur la question de la sensibilité des plantes, c'est porté par une personne en particulier, qui a un nom italien et je l'ai oublié, mais il est passé sur France Inter il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3 semaines, et à la question de savoir si les plantes si les plantes souffrent, lui-même qui défend comme ça la sensibilité, dit non, parce que ce qu'il faut distinguer, et c'est un peu un piège du langage, et c'est aussi un piège des gros titres, c'est-à-dire que les plantes ressentent et les plantes souffrent. Et quand on dit que les plantes pensent, ou que les plantes réfléchissent, ou que les plantes communiquent, ou que les plantes souffrent, la manière dont notre langage est construit fait qu'on a un sujet et on a une action. Dans le cas des plantes, c'est très possible qu'on n'ait que des actions, et qu'on n'ait pas de sujet. C'est-à-dire que dans la plante, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas... Nous, par exemple, pour la sensibilité,
des vertébrés, en tout cas, on parle de système nerveux central. C'est-à-dire que les sensations sont centralisées par un cerveau qui en fait quelque chose, qui accorde une valeur à ce qu'on ressent, positive, négative. Ça s'inscrit dans une mémoire, il y a une anticipation, il y a une volonté, on développe des stratégies. Ce qu'on voit chez les plantes, c'est des effets, des échanges physico-chimiques, de la même manière que le tournesol va se tourner vers le soleil, mais il n'y a peut-être pas, en fait, dans le tournesol, quelqu'un qui ressent. Même s'il y a des réactions. Et donc c'est peut-être plus ça la réponse à avoir. C'est pas tellement qu'il n'y a pas de communication, ou qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas de stimulus et de réaction, mais qu'il n'y a pas de sujet. C'est même et quand vous avez des plantes qui sont dans un sol, bon, nous on fait des catégories, on détermine des espèces et on met une frontière entre la plante, le sol, le champignon, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi un découpage d'une réalité? Voilà. Qu'est-ce que c'est la plante? Est-ce que l'essence de la plante, est-ce qu'elle est dans le fruit? Est-ce qu'elle est dans la feuille? Est-ce que c'est dans les racines? Est-ce que c'est dans le tronc? Est-ce que c'est dans l'écorce? Alors, nous, on est en train de découvrir, chez nous, on est en train de découvrir que le système nerveux, y compris les doigts, etc., participe au fonctionnement du cerveau. En réalité, le cerveau, c'est l'ensemble du système nerveux. Enfin, moi, je suis pas biologiste. Tout le système nerveux. Ouais. Et alors, pour la question de la réciprocité, oui, ça, c'est la plus fondamentale. Ouais, ok. Un sanglier qui vient manger ma récolte, je suis chasseur, je vais le donner. Un sanglier qui vient. C'est un voleur. Dans ce cas, si on parle de réciprocité, déjà, il n'y a pas la possibilité d'avoir de la réciprocité pour élaborer conjointement des règles juridiques, mais en plus, si c'était le cas, un sanglier qui vient de manger mes récoltes, c'est un voleur, et donc je devrais être en mesure de défendre mon. Ok, ouais. Alors, en philosophie du droit, on distingue en général les patients moraux des agents moraux. Les agents moraux qui, comme leur nom l'indique, donc peuvent avoir une action morale, et puis les patients moraux qui sont en fait les individus qui sont l'objet de l'attention morale des agents, de ceux qui ont une agentivité. On peut prendre l'exemple, alors on parlait tout à l'heure de certains handicaps profonds, mais on peut tout simplement parler de l'exemple des bébés ou des nourrissons, c'est-à-dire qu'on peut imaginer tout un tas de catégories d'humains, et j'espère que ces humains-là, ils ont des droits pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient être. Et que c'est donc un très jeune enfant, par exemple, c'est quelqu'un qui est l'objet de droit, qui bénéficie d'une protection légale, même s'il n'y a pas de réciprocité possible. Alors, si les animaux, si on était capable d'élaborer des contrats complètement avec les animaux, par hypothèse, il serait, vous avez employé le premier agent moral. Oui, il serait agent moral. Voilà. Dans ce cas-là. Là, ils sont plutôt patients moraux dans les relations qu'on imagine, et dans lesquelles ils auraient des droits, ou certains droits, évidemment, pas les mêmes que nous. C'est ça, oui, je pense que c'est l'important, c'est que pas le droit de vote, pas le droit de conduire une voiture, enfin voilà. Et juste une dernière remarque sur la réciprocité, vous êtes d'accord donc que la réciprocité, elle va dans les deux sens? Parce que là, oui, je suis parti sur l'hypothèse qu'on serait éventuellement capable de communiquer, mettons dans le futur, avec une technologie, de communiquer avec des animaux, et donc d'élaborer des règles de droit, s'entendre réciproquement sur les animaux. Mais si vous êtes un aficionado de la réciprocité, donc je comprends avec... C'est une condition nécessaire, il ne peut pas y avoir... D'accord, pour moi, c'est une condition nécessaire à ce que les animaux soient sujets de droit. Ouais. Sinon, ils peuvent être... Et on comprend très bien avec l'exemple du sanglier, effectivement, là il y a un conflit d'intérêts, il y a vos récoltes par exemple, et puis il y a un sanglier. Mais donc ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous êtes d'accord de ne rien faire aux animaux qui ne vous ont rien fait. Ce serait par hypothèse, c'est ça. Voilà. Dans votre alimentation par exemple. Oui, non, j'admets dans l'hypothèse que je juge totalement accessible et imaginaire, où on serait éventuellement capable d'élaborer des règles de droit. On va peut-être faire parler un de nos rares mais présents véganes libéraux qui est derrière, Alexandre. Levez la main. Les véganes libéraux dans la salle. T'as levé la main bien haut. J'ai deux, trois petites réflexions en fait, parce que là j'ai un peu une particularité où
je suis libéral et je suis vegan, et je voulais faire 2-3 petites réflexions par rapport à ce que vous disiez. En fait, je pense qu'il y a énormément de similitudes en fait, dans les deux philosophies, et il y a énormément de malentendus. En fait. La première chose, au niveau de la similitude de la forme, déjà, en fait, si on regarde les idéologies qu'on combat, entre guillemets, donc que ce soit l'éclectisme ou le carnisme, on se rend compte qu'en fait, je pense que ces deux communautés-là se rendent compte qu'il y a une énorme propagande de ces deux institutions qui nous racontent n'importe quoi. Si je fais une charade et que je demande quelle est l'idéologie immorale, inutile, contre-productive, liberticide, entretenue par des corporations, les véganes vont dire le carnisme, donc le fait d'exploiter les animaux, les libéraux vont dire l'État. En fait. Donc, déjà, on regarde les similitudes au niveau des formes de ce qu'on combat. Après, pareil, sur la forme, au niveau des communautés, c'est vrai que il y a les gros stéréotypes. En fait, moi, en étant vegan, j'ai des 10-15 questions protéines, on est carnivore, carence, etc. En étant libéraux, j'ai des 10 questions qui va construire les routes, comment on va faire un système de santé, etc. Donc, rien que sur le niveau des minorités, sur la communauté, il y a vraiment des similitudes. Et des réflexions sur les stratégies, c'est-à-dire que les libéraux se questionnent sans arrêt sur la stratégie à adopter. Les véganes aussi. Il y a les radicaux, donc ça peut être des abolitionnistes, etc. Il y a ce qu'on appelle dans les welfaristes, c'est-à-dire par rapport à diminuer la souffrance animale, qui serait considéré comme le parallèle, ce serait les modérés qu'on aurait chez les libéraux. Donc c'est soit les mises instituts, les anarcho-capitalistes, et puis les modérés qui peut être les Catou ou les 214, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Après, sur les similitudes de fond, en fait, je pense que le sujet de créativité, conscience morale, etc., je pense que malheureusement, c'est absolument pas le sujet, en fait. Je pense que le truc principal, où on voit des similitudes sur le fond, c'est une question d'ordre moral. C'est-à-dire que, pour moi, le libéralisme, c'est la base même de la moralité, c'est quelque chose que je trouve très moral. Et je pense que le véganisme, c'est quelque chose que je trouve absolument très moral aussi. Donc en fait, on se poserait plutôt, au lieu de se poser la question est-ce que les plantes souffrent, etc., je pense qu'il y a vraiment un sujet qui paraît naïf, mais qui est tellement simple, c'est une sorte de moralité. Et je pense que de manger des animaux ou des exploiter, je pense que c'est pas moral. Donc ça c'était un des premiers points. Est-ce que je peux développer pourquoi? Parce que tu les fais souffrir et tu les tues. Donc c'est la souffrance qui est immorale. Je pense que c'est un ensemble de plein de choses. Tu les prives de liberté, tu les fais souffrir, tu les enfermes, après, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer, mais je pense que c'est pas moral. On en parlera après. L'autre deuxième point, alors, je suis pas un théoricien, mais le fameux principe de non-agression en fait, qu'on trouve à la base du libéralisme, je pense qu'il ne peut pas être mieux mis en pratique dans la démonstration que, je veux dire, on ne peut pas agresser quelqu'un d'autre qui ne nous a pas agressé. Donc c'est vrai que ça, il y a toute une branche en fait, des libéraux libertariens, notamment Rothbard, qui va dire que les animaux n'ont pas de droit. Mais moi, je trouve que ça fait sens de dire que je vais pas... le principe de non-agression, je l'applique à des humains ou à des animaux. Et après, en fait, les malentendus, voilà, juste finir avec ça, les malentendus, il y a énormément de malentendus, c'est-à-dire que moi, la majorité, ou alors 99,99% de mes amis véganes vont considérer par exemple que c'est le capitalisme qui est à la base de l'exploitation, qu'on monétise tout, etc. Et ça, on le retrouve chez énormément de gens. Et je pense que c'est pas vrai, mais ça pourrait être un autre sujet. Que le monsieur tout à l'heure disait mais il faut plus de législation parce que sinon les gens font n'importe quoi. Pareil, je pense qu'il ne faut pas plus de législation. De l'autre côté, en fait, les libéraux, alors, tous mes amis libéraux, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est la liberté de consommer de la viande, laissez-moi faire ce que je veux. Donc là, c'est un truc qui ressort tout le temps, mais c'est vrai que si on pose juste cette question-là, et tu peux faire tout ce que tu veux, du moment que ça attaque pas la liberté de quelqu'un d'autre, et dans le cas présent, ça attaque la liberté d'un animal. Donc les gens qui disent je peux me colorer les cheveux, je fume de la marijuana, ok, tu fais ce que tu veux, je peux manger de la viande, mais ça ne te concerne pas que toi. Tu vois, il y a déjà un autre être vivant, sentient que tu vas tuer. Il y a l'exemple de l'offre et la demande, voilà, il y a un marché, il y a les consommateurs, etc. Ça, c'est des questions qu'on sort souvent. Il y a des stéréotypes du dirigisme, c'est-à-dire que tous les articles qu'on voit sur
des libéraux qui vont critiquer le véganisme, c'est voilà, c'est encore une instance qui va nous légiférer, qui va plus d'État, etc. Et pareil, je pense qu'à chaque fois, c'est pas le sujet. Il y a la question du droit de propriété aussi. Je veux dire, un animal n'est pas ta propriété. Il y a toute une tradition qui date de, je crois, de Descartes. Voilà, l'animal, c'est l'homme-machine. C'est une machine et à partir de là, on en fait ce qu'on veut. Et donc voilà, c'était juste un peu des réflexions sur ces sujets-là. Et à la fin, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans une perspective qui allierait les deux philosophies? Je pense qu'on en revient à l'histoire du moralisme. On peut parler de l'abolitionnisme. Je pense que c'est quelque chose qui est assez proche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je pense que c'est quelque chose qui doit être aboli, mais pour des questions d'ordre moraux, et c'est pas parce que c'est aboli pour des questions d'ordre moral que c'est forcément quelque chose qui est lié à plus d'État ou plus de législateurs. C'est vraiment une sorte de droit naturel, et voilà, je pense qu'on peut concilier les deux en fait. On a plusieurs questions, peut-être on va prendre de ce côté-là, parce que je vois des grands signes, et après tout au fond là-bas. Juste pour resituer, je suis végétarienne, je suis mon arrière. J'ai fait un article sur mon chat illégal, donc vous m'avez relayé, merci. C'est possible, ça fait peur, c'est possible. En fait, ouais, je voulais vous remercier de votre intervention, mais vous disiez en fait, je trouve ça moral, et puis on se rend compte de quand on creuse, pourquoi vous trouvez ça moral ou moral? Parce qu'ils sont sentients. Donc en fait, il y a une vraie question, et merci d'en parler aussi, sur le fait de sentir et de ressentir la douleur. Et il y a quelque chose que je trouve assez ironique dans ce que vous disiez, même si je suis moralement, je suis aucun animal, donc voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez ironique, c'est de dire, moi en études de biologie, on a vu que les plantes pouvaient ressentir de la douleur, qu'elles se faisaient passer des messages d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, que les véganes, et c'est là où ils se discréditent beaucoup, c'est qu'ils disent non, mais de toute façon, les plantes ne ressentent pas de la même façon, il n'y a pas de système nerveux central. Et en fait, j'ai l'impression d'entendre le discours des gens d'il y a 15 ans sur les poissons. Et aujourd'hui, les poissons, on se rend compte qu'ils ressentent de la douleur. Donc en fait, je trouve qu'il y a un discrédit assez important là-dessus. C'est quelque chose à pas oublier. Et je pense que dans 15 ans, on dira que les plantes ressentent de la douleur. Et qu'en fait, l'argument majeur, c'est pas la douleur. Après, ça peut être moral, je veux dire, moi, parce qu'il ressent la douleur, j'estime que ma barre est là. Et par exemple, moi, c'est un vertébré, donc j'estime que je ne tuerai pas de vertébré. J'estime qu'il a un système nerveux central, donc je ne tuerai pas de système nerveux central. En fait, on le part où on veut. Mais pour moi, la science n'est absolument pas un bon argument. Et je trouve que les véganes se discréditent beaucoup vis-à-vis de ça. Et je trouve ça assez dommage. Voilà. Peut-être deux questions en même temps. Henri, je te vois. Est-ce que vous ne demandez pas finalement au sein de l'éducation, c'est un marché pur et complet, ce serait pas finalement votre meilleur allié? C'est-à-dire que si on prend en compte les externalités négatives de la consommation de la production de viande en France, ou si par exemple en Europe on arrête les subventions, si on ouvre les frontières, on aurait le prix de la viande qui exploserait. Donc sans doute des installations qui fermeraient. On importerait aussi les céréales, sans doute des pays en développement. Et ensuite, avec les externalités sur les ressources fossiles, la viande manque encore plus, etc. Et donc finalement, on aurait sans coercition directe par la loi, une consommation de viande qui se rendrait et une augmentation de la consommation des légumes. Donc finalement, plutôt que dans un réflexe vraiment libéral, le marché pourrait peut-être apporter la solution, si je peux prendre deux comme ça. C'est pas par rapport aux interdictions. Par rapport à ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'univers de la viande qui, économiquement, ne tiennent pas la route. On n'est pas dans une situation concernant ce secteur-là qui est une situation de libre concurrence. Effectivement, les règles ne sont pas les mêmes à partir du moment où on fait de la viande ou on ne fait pas de la viande. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense en tout cas, moi, j'utiliserai pas le mot libéralisme, mais en tout cas, plus d'équité entre les deux secteurs serait tout à fait favorable à une alimentation plus végétale. Rien que dans les cantines où finalement les gens pourraient avoir le choix entre viande et pas viande. Oui, et sinon globalement, oui à fond, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est sûr que ce qui se développe un peu, il y a un marché qui va sans doute qui n'est pas encore vraiment actif, mais en tout cas il y a tout un tas de recherches dans ce qu'on appelle la clean meat. Donc c'est la viande de synthèse, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, donc c'est
la viande de culture. On fait une biopsie sur un animal et on isole des cellules de muscles et on les fait se reproduire dans des solutions in vitro, etc. Et on arrive à créer, donc ça a été... On le fait très bien avec du bœuf maintenant. Et les gens qui sont derrière ces initiatives, alors il y a des très grands groupes comme Smithfield, etc., qui sont vraiment des très groupes mondiaux de l'industrie porcine, etc., qui développent ce genre de labo, et pour un public qui est attentif en fait à la fois à la question des externalités de l'industrie de la viande en termes de climat, en termes d'environnement, en termes d'utilisation des ressources en eau, etc. Effectivement, les transports, enfin tous les intrants. Et puis aussi, tout simplement, la question du coût. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'on arrive de cette manière-là à produire de la viande à grande échelle, à moindre coût. Et quand ça va arriver, je pense que... Et on le voit bien dans les débats qu'il y a eu dans le cadre de la loi sur... en tout cas dans le cadre des états généraux de l'alimentation, vous avez peut-être vu qu'il y a le rapporteur de la commission qui est lui-même éleveur de bovins. Et donc il a un avis très tranché, c'est pourquoi les amendements sont rejetés, etc. Il a aussi proposé lui-même un amendement à lui qui est de débaptiser, qu'il n'y ait plus la possibilité pour des simili, des steaks végétaux par exemple, des nuggets végétaux, de s'appeler comme ça. Et on voit très bien et on le voit aux États-Unis où il y a des démarches qui sont similaires, que c'est une démarche qui vient des éleveurs, et qui ne vient pas de l'industrie de la viande, qui ne vient pas de groupes comme Erta et Fleury Méchant, etc., parce qu'eux, ils ne savent pas dans quelle direction ça va aller. Et s'il y a moyen de faire de la viande à moindre coût, sans passer par l'assimilation, élevage des animaux, abattoirs, antibiotiques, intrants, transport, etc., et qu'on le fait à moins cher comme ça, ils vont aller dans cette direction. Donc un double oui. Est-ce que je pense pas qu'on pourrait, sur le même système, créer une externalité à la souffrance animale ou un malus qui viserait à dissuader ce genre de comportement, pour que ce soit finalement plus, en termes de stricte vision économique, ça compense les effets néfastes? Ou alors, est-ce que vous pensez à un long, ça créerait juste un enfer bureaucratique Non, au contraire, je dirais que il y a probablement plus à parier. Je pense qu'on fait plus le pari, nous, de l'influence que le consommateur en fait peut avoir, et donc de l'armer en fait, et donc de lui donner des éléments pour que ce soit les consommateurs qui fassent évoluer le marché dans cette direction plutôt que des normes. C'est juste une suggestion. Peut-être je comprends la question de ceux qu'on va poser. Moi j'ai une petite question sur la loi L214. Sur l'article. Ah oui, l'article, ouais. Pourquoi on ne le fait pas simplement appliquer en fait, déjà? Parce que j'ai l'impression que... alors moi je suis végétarien et libéral, et donc je suis plutôt favorable à le minimum et minimale régulation, avec un penchant. Alors beaucoup de transparence, par exemple avec la classification des œufs, c'est très bien, les caméras dans les abattoirs, c'est très bien, et puis après pas de subventions, etc. Vraiment un état minimal et des lois qui se réservent sur le strict minimum, avec une reconnaissance de la sensibilité des animaux et le fait qu'on ne doit pas les faire souffrir, en tout cas pas inutilement. Après on peut débattre, est-ce qu'on a seulement le droit de les manger? C'est peut-être trop philosophique pour 2018, mais si on simplement respectait la loi qui est de ne pas les faire souffrir inutilement, de leur donner l'espace de vie, est-ce qu'on ne résolverait pas déjà beaucoup de problèmes? Oui, c'est sûr qu'il y a il y a tout un tas de situations en élevage où effectivement l'article n'est pas respecté. Il y a un autre article, alors je ne sais plus où il se trouve, comment il s'appelle, mais qui dit, je crois que c'est dans le code pénal, que le fait de tuer un animal sans nécessité, par exemple. Bon, là c'est toute l'industrie de la viande qui s'écroule si on l'applique. Donc c'est une grosse question. Alors je sais pas, je pense, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais je pense que si... Alors déjà il faudrait qu'il y ait
quelqu'un qui est partie prenante qui porte plainte, par exemple. Peut-être on pourrait porter plainte à l'occasion d'une corrida, par exemple, ou les techniques de fabrication du foie gras, par exemple, le gavage en cage. Ça, c'est clairement, on n'est pas là avec, dans des conditions compatibles avec les besoins physiologiques de l'animal. À mon avis, donc, si ça se faisait, s'il y avait une vraie plainte sur la base de cet article, il y aurait très rapidement, il y aurait des amendements à cet article. Pour autoriser. C'est déjà illégal, le gavage et la corrida, sauf qu'ils font l'objet d'exceptions à la loi. Voilà, c'est ça. Exception et donc, culturelle. Très déjà rapidement, illégal. En vitesse, les députés feraient voter des amendements qui permettent le truc, à mon avis. Et il y a très peu de pays au monde qui tolèrent effectivement la production de foie gras. Oui, alors, bon, moi j'aime bien la corrida. Non, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, les justifications que vous avez apportées, pour moi, elles ne sont pas forcément... Et j'aurais pas de justification rationnelle non plus. J'ai l'impression que vous n'avez pas de justification rationnelle, parce que ce soit qu'un animal soit souffrant ou pas, qu'il ait des droits, pour moi, c'est pas une justification en soi. Je comprends qu'on trouve ça ignoble et qu'on veuille le limiter, mais il n'y a pas de justification intrinsèque au truc. Donc, justification à quoi? Au fait que les animaux ont des droits. Et donc ça, pour moi, vous n'avez pas réussi à le démontrer. Et je pense que mais je pense pas que ce soit démontrable, en fait. C'est pas quelque chose de rationnel, mais c'est quelque chose de métaphysique, de qu'est-ce qu'on considère être un individu de droit. Et même là, j'ai beaucoup réfléchi, et j'avais cet avis-là avant, de dire que c'est plus efficace que les humains et les droits. Même ça, j'y crois plus aujourd'hui, parce qu'on peut très bien trouver des humains pour qu'ils soient efficaces, en fait. Et donc, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que si demain vous êtes la tête de l'État, vous faites une loi pour interdire la consommation de viande à tout le monde et interdire de tuer les animaux? Moi, si je suis à la tête de l'État, c'est que j'aurais été élu avec ce programme. D'une majorité. Voilà. Enfin, ça veut dire qu'il y a une minorité, dont moi, qui ne serait pas d'accord avec vous. Ouais. Et est-ce que vous m'imposerez de ne pas aller voir de corrida, de ne pas manger de foie gras, c'est ça la question que je vous pose. Ouais, enfin... Et vous mettrez en prison pour ça. Mais c'est certains des gens. C'est une question que je pose. Non mais ça paraît un peu anachronique, mais le foie gras, la production de foie gras, encore une fois, elle est interdite dans quasiment tous les pays du monde. On a ce côté très anachronique en France sur le foie gras qui, encore une fois, c'est pas parce que c'est interdit dans tous les pays du monde que c'est légitime. La question que je pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous voudriez me mettre en prison si je mange du foie gras? Ce qui est pour moi ma liberté. Je peux répondre? Si tu parlais par exemple d'un vote, tu dis on serait moins nombreux effectivement, mais les animaux qui meurent, si eux pouvaient donner leur consentement à mourir, je pense qu'ils seraient plus nombreux que nous à pas vouloir mourir. Mais là tu parles de la légitimité que les animaux ont le droit de donner leur point de vue. Oui. Après c'est la base du droit. Oui, justement. Par exemple, le consentement. Comme la justification de donner des droits aux animaux me semble caduque dans tous les cas. Une question, sur quels critères tu donnes des droits aux humains? C'est une vision anthropocentrique. Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, je me disais parce que les humains c'est plus efficace. Je faisais un parallèle avec les esclaves. On a donné le droit des esclaves parce que c'est plus. Le droit est avant l'esclave. Avant l'esclavagisme, on est déjà. Oui, il y avait déjà des droits. Mais pour moi, c'est une question qui est strictement métaphysique ou quasiment religieuse. Parmi les personnes rationnelles, on met des droits par rapport à des. Non, mais effectivement, si vous mettez la religion dedans, ça sort des critères scientifiques. Oui, mais parce que du coup, sur les droits, je pense que la première chose, c'est avant tout il est important quand même que les animaux aient des droits fondamentaux. Je suis complètement d'accord, il ne faut pas les mêmes droits pour les animaux et les hommes, ça n'a aucun sens, on ne va pas faire voter un hamster. En revanche, effectivement, il y a des droits fondamentaux, et je pense notamment au droit fondamental qui est le droit de vivre. Aujourd'hui, les animaux, ils n'ont pas demandé à mourir, et aujourd'hui, il faut qu'on se mette aussi face à nos responsabilités. On fait mourir des animaux qui n'ont pas demandé à vivre et dont on n'a pas besoin pour la santé. Moi, je pense que ça justifie. J'ai pas demandé à vivre non plus. Vous n'avez pas demandé à vivre? Initialement. Ah, je pense si. Moi, je pense que si quelqu'un arrive avec un couteau, vous allez dire me tue pas. Oui, mais c'est aujourd'hui, oui. Ok, non, je pense qu'on parle pas la même chose. Non, alors vous parlez du droit de naissance. Oui. Droit à la naissance. Alors ça, c'est un autre sujet qui est à mon avis assez différent par rapport au véganisme, parce que de la même manière, beaucoup de véganes dont je fais partie se disent qu'il est effectivement hors de question de faire naître des animaux dans ces conditions-là et pour cet objectif-là.
Quand vous regardez, ça c'est intéressant d'ailleurs, les animaux, quand vous regardez ce qu'on a fait aujourd'hui avec les croisements, juste pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir s'en servir, le lavage qui était on appelait ça l'auroch il y a des milliers d'années, a complètement changé justement par ces croisements totalement productivistes pour que nous puissions les manger. Ok, et est-ce que vous pouvez répondre à ma question juste? Oui. Si je mange du foie gras, parce que vous me mettez en prison. Vous m'avez fait une amende. Mais non, non. Ok, donc vous avez... je pense qu'il y a une... Mais on peut interdire la production sans mettre en prison les gens qui consomment, c'est une autre approche. Oui, comme la drogue. Et la drogue, ça marchera pas. Non, on en revient sur le foie gras et sur l'interdiction. Voilà, moi je pense que je m'inscris dans la logique des autres pays, c'est effectivement interdire le foie gras. Voilà. De la même manière que vous n'avez pas le droit de manger aujourd'hui du chien. Bah, vous n'aurez pas le droit demain, si vous votez pour moi, de manger du foie gras. C'est la même chose. Vous n'aurez pas... Enfin, aujourd'hui, si quelqu'un se cache et va manger du chien en cachette, il y a... Donc en soi, vous m'interdisez de manger du foie gras. Oui, complètement. Non, indirectement, comme je vous interdis de manger du chien. Mais vous parlez de votre point de vue, mais la question, c'est celle des droits des animaux et de ce qu'on impose aux animaux. C'est-à-dire, de mon point de vue, je peux dire, bah, moi je veux... acheter une voiture qui pollue énormément, qui rend les gens malades, est-ce que vous allez m'interdire de le faire? Et puis moi j'aime bien violer des enfants, est-ce que vous allez m'interdire de le faire? À partir du moment où vous étendez le droit et où les animaux deviennent effectivement sujets de droit, et ben ça a des conséquences pour vous, parce que la liberté ça ne va pas sans la responsabilité des autres. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que moi j'éteins pas les droits des animaux. Oui, mais c'est quelque chose d'arbitraire que vous décidez et que vous n'êtes pas capable de justifier. Ben parce que l'éthologie, alors peut-être que Dominique aurait pu en parler plus, mais l'éthologie nous montre de plus en plus que les animaux ont des émotions, que la vie peut se passer bien ou mal pour eux, qu'ils peuvent souffrir, qu'ils peuvent développer des attachements. Et donc, il y a tout ce qui fait que nous, les humains, on bénéficie de droits, ben ça devrait s'appliquer aux animaux aussi. Là où je ne partage pas, et après je laisse la parole sur les autres, c'est que pour moi, les humains n'ont pas des droits parce qu'ils sont des émotions, c'est vraiment la doctrine kantienne qui fait qu'on a des droits, mais c'est pas parce qu'on a des émotions, des sentiments. Après, et pourquoi ils ont des droits du coup? Et pourquoi ils auraient des droits? Parce que c'est comme ça, donc on bute sur quelque chose qui ne peut plus être discuté. Il y en a qui tentaient, je tentais de le justifier de cette manière-là avant, qui est Kant, qui est de dire on a des droits parce qu'on est capable d'avoir des obligations et qu'on peut signer des contrats et que c'est ce qui permet d'être plus civilisé. On est capable d'avoir des obligations et on est capable de signer des contrats, ce sont des notions humaines. Oui. Ce sont les notions de droit et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le fait d'avoir un contrat, en fait, c'est de toute façon une conception complètement anthropocentrée et de dire on va... Même pour moi, je suis pas du tout d'accord avec la question de donner des droits aux animaux parce que je pense que c'est déjà une conception humaine en fait. Il faudrait une conception sui generis de droits pour les animaux qui du coup ne s'appelleraient plus des droits. Et en fait, c'est ça, pour moi, le cœur du problème, c'est de dire qu'est-ce qu'on applique à des êtres sentients qui du coup ne sont pas des droits parce que ça n'est applicable qu'à l'humanité et pour moi c'est là la réflexion qui s'engage en fait et en fait ça ne prive pas le débat de la réflexion morale quant à est-ce qu'on les tue, est-ce qu'on les tue pas, est-ce qu'on les mange, est-ce qu'on les mange pas, mais en quoi on doit se poser cette question en fait, pour les animaux? C'est justement, c'était la responsabilité dont parlait monsieur tout à l'heure, c'est notre responsabilité morale peut-être, alors en tant qu'être humain qui a la capacité plus étendue d'avoir un impact sur la vie d'autres animaux. C'est encore une considération anthropocentrée. C'est-à-dire que je pense qu'on va tourner en rond dans tous les cas et qu'il n'y aura pas de justification rationnelle à ça. Et donc on est vraiment dans quelque chose de très religieux, de très métaphysique. Comment? Non, parce que là je vais nuire à ceux à qui on s'est accordé pour donner des droits aux autres humains. En élevant les animaux, vous usez la planète. Comment? Vous usez la planète en élevant les animaux. Ça, j'en suis pas sûr. Ouais, là, par contre, oui, mais il n'y a que vous qui n'en êtes pas sûr, parce que la science, elle va plus dans ce sens-là. Il y a des débats là-dessus, mais c'est pas le Non, sur le fait que l'industrie, la viande pollue, l'OMS, la FAO. Je pense que tout le monde est, à part peut-être Claude Allègre, je pense que tout le monde est d'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Malheureusement, on va devoir un peu partir d'ici, mais on peut continuer notre discussion dehors. Et puis, merci encore et merci à nos intervenants.
Et il y a des super